frais, non? Attends, je sors une couverture de mon Gunna, tiens. Merci, ça. Ah, attendez, j'allume un feu. Allez, chers auditeurs et auditrices, venez vous asseoir avec nous près de ce feu de camp virtuel qui vous mettra à l'abri des embuscades dans les bars. Aïe, compagnon grand poil et Zéphiriel. Aïe. Heil. Bienvenue dans ce 24e épisode de la 19e Palabre. 24, ça veut dire qu'on fête nos 2 ans. Ça fait 2 ans exactement qu'on fait ça. On est déjà au tome 4. Aujourd'hui, on lit. On continue la partie 2 de Magie et Cristal, donc, et on lit les chapitres 5 et 6, qui, moi, mon édition faisait à peu près 70 pages. J'ai pas fait gaffe sur mon e-book. C'est un peu moins long en termes de pages par rapport à l'épisode précédent. Ouais. Donc on sera peut-être un peu plus court, mais... 243, 313, ouais, c'est ça. Mais d'abord, on commence par les commentaires, comme d'habitude. Et sur Spotify, j'avais fait un sondage parce on avait commencé les commentaires de l'épisode précédent avec cette histoire de est-ce que vous êtes plutôt Team Hot ou Team Roland quant à l'appréciation que vous avez de ce tome, on dira. Et 100% des votes sont Team Hot. Merci les gens. Bah voilà, plaisir. Ça répond. C'est parce que j'ai pas voté. Sinon, j'ai pas voté Roland. On a Dead Hunter aussi qui a répondu à ton appel Zéphiriel où tu disais les gens dans les commentaires répondaient Dead Hunter, je sais que tu sauras, sur cette histoire de la marque de Gripsou sur le. Ouais, mais il a pas répondu à l'épisode d'avant déjà. Non, parce que tu posais la question dans l'épisode de novembre. Ah, c'est parce que je me suis réécouté du coup. Je me suis dit bah. Et donc du coup, il disait qu'en effet le club des ratés voit le signe de ça sur la porte. Ils voient chacun un truc différent. Ah voilà. Voilà. J'avais Et raison. il parle aussi d'insomnie, avec un truc qu'on a perdu avec la couverture française, qui est noire avec un œil dessus, c'est le lien avec La Tour Sombre justement. Sur la première édition US, la jaquette représente la lutte entre le blanc et le rouge. Il y a 2 variants pour le premier tirage. Un avec le nom du roman en rouge sur fond blanc et le nom de King en blanc sur fond rouge, et un avec les couleurs inversées, et je trouve ça assez symbolique. Bah, j'ai fini Insomnie du coup, il y a quelques jours. Voilà. J'ai vu tes notes. J'ai combien mis? Ah, les notes sur Goodreads. 3 sur 5 je crois, ouais. Ah oui, 3 sur 5, c'est pas ouf, ouais. Je lui reproche juste que l'histoire de base, elle est pas ultra intéressante. Même les personnages sont pas ultra intéressants, je trouve. Mais les liens avec la tour sont incroyables. Et clairement, quand tu es en plein dedans, t'as 2 gros passages où t'es en plein dedans, qui sont vraiment incroyables. Mais du coup, je me posais vraiment la question de si t'avais jamais lu La Tour Sombre, est-ce que ça vaut le coup de lire Insomnie en fait? Parce que vraiment, je pense que ces trucs-là, ils t'apprennent des trucs, mais t'es vraiment un peu perdu sur plein de trucs, quoi. De mémoire, ça a pas gêné beaucoup de fans, juste il y a un côté où il faut vouloir et admettre que ce soit un peu abstrait. Ouais. Et être vraiment dans cette partie de la fiction où il y a des choses que tu comprends pas et où tu acceptes que tu comprennes pas et qu'on te les explique pas. Sans pour autant savoir qu'en fait elles sont expliquées si t'as lu autre chose. Moi, la première fois que j'ai lu Insomnie, je crois que je me souviens grosso modo que il y a des choses que je pige pas trop, mais je suis un peu habituée à pas tout piger chez King à ce moment-là de ma lecture de son œuvre, donc c'est ok en fait. Ok. Ouais, j'ai un peu la même réaction. J'ai lu Insomnie assez jeune, je connaissais pas du tout La Tour Sombre, et à part me dire qu'il y avait des easter eggs, des choses que je connaissais pas, parce que j'avais déjà repéré quand même les liens entre les trucs de King un petit peu. Ouais, mais pas tous. Ouais. À l'époque, c'était je pense que c'est quand même un des premiers que j'avais chopé à la bibliothèque municipale du coin. C'est ton terme easter egg que je remettais en question. Ouais, bon, ça va, c'est des easter eggs que je comprends pas. Ok, easter egg, c'est un tiers du bouquin, quoi. Oui, mais tu le sais pas forcément. Il y a des moments où tu le sais pas forcément. Et le côté, comment dire, dès que ça devient fantastique, qu'on t'explique ou pas les raisons, faut les accepter, parce que ça arrive dans pas mal de bouquins qui t'expliquent qu'on t'explique pas pourquoi tels événements sont possibles. Ouais. En gros, ta gueule, c'est magique, quoi. Un peu. Ouais, en fait, ce que je remets en évidence là, c'est que et je vais spoiler à balle, désolé pour ceux qui écoutent, si vous n'avez pas lu Insomnie, mais en fait, alors j'ai pas lu toute l'œuvre de King, hein, d'accord, on est d'accord avec ça, mais je pense qu'il y a peu de fois. Encore. T'as senti la menace dans la voix? Pas encore. Non, j'y travaille. Mais du coup, je pense qu'il y a peu d'œuvres où ces easter eggs-là de lien avec d'autres univers, enfin d'autres livres qu'il a fait, sont pas nécessaires dans le sens. Ok, parfois t'as la trace de Pennywise quelque part, c'est pas grave si t'as pas lu ça, tu vois.
tu peux comprendre, c'est un easter egg, ceux qui l'ont, ceux qui l'ont pas, ça change pas grand-chose. Là, on te parle de Patrick Danville, des dessins, du dessin qui spoil à balle la fin de la Tour Sombre. Tu vois, t'as ça qui sont clairement posés, en fait. Tu vois, c'est vraiment une discussion forte qui a eu lieu entre les Leprechauns et le héros. Et en vrai, c'est pas juste anodin, en fait. Si tu comprends pas de quoi ça parle, tu sais pas de quoi ça parle. Et du coup, je trouve ça fort, en fait. Et pour moi, c'est une lecture qui est évidente après la Tour Sombre, moins évidente avant. Et mais t'as peut-être un truc de ouf quand tu as lu Insomnie, que tu t'en souviens et que tu lis la Tour Sombre et que tu dis putain, en fait, Patrick Danville l'avait dessiné avant, c'est incroyable. T'as envie d'y revenir. Ouais. Et je sais que quand on avait fait un peu le guide de lecture pour la Tour Sombre, on l'avait placé pas au début, c'est à lire quand tu commences déjà à connaître un peu l'univers, sinon tu prends cher. On aurait presque pu le mettre après. Mais bon, le perso t'es pas trop expliqué, quand tu le découvres, tu fais dis donc, je connais ce petit gars. Ouais. Je sais pas, je sais. En fait, c'est une vraie question que je me pose. Moi, l'avoir lu après, ça m'a gâché, montré que l'histoire était pas ouf et que ça m'a pas intéressé plus que ça, mais que les liens avec la Tour Sombre sont incroyables à lire. Et peut-être que j'aurais eu l'inverse à le lire avant et me rendre compte que c'était incroyablement lié à la Tour et que lire la Tour après, c'était trop bien, en fait. Je sais pas. Ouais, tu vois, dans le guide de lecture que vous pouvez retrouver en description de cet épisode, je le mets à chaque fois, chaque épisode, je le mets avant, en disant, avec des personnages ou événements communs. Le fléau, Salem, ça, Insomnie, Cœur perdu en Atlantide. Et dans ce qui est dans le même univers, Les Yeux du Dragon, Les Petites Sœurs d'Eluria et la nouvelle Tout est fatale. Ouais, je sais pas. En vrai, tu vois... Ouais, le fléau, j'étais content de le lire après. Mais si je l'avais pas lu, j'aurais une... Ouais, effectivement. Ouais, je peux comprendre. Je pense qu'effectivement, le lire avant, c'est peut-être plus intéressant. Ouais, mais je pense un peu, quand on en a lu 4 ou 5 déjà, comme ça, on a quelques refs, genre la tour des existences, tous ces trucs-là. Ouais. Mais c'est suffisant. Ouais, ok. Ça veut dire qu'il faut lire 10 000 pages pour bien comprendre la tour minimum. Rendez-vous bientôt pour le spin-off de ce podcast, la 19e Insomnie. On pourra y consacrer un épisode si vous voulez. On est déjà plus que 19. Ouais. Dead Hunter toujours qui nous dit Magie et Cristal, c'est un tome où on se rend compte à quel point le cas est une roue et tout est cyclique, jusque dans la composition du cathète. Le cas apporte toujours à Roland les compagnons qu'il complète en apportant leurs compétences particulières. Il y a une certaine image miroir entre le cathète de Roland dans Magie et Cristal et dans le reste du cycle, entre Cuthbert/Eddie, Alain/Jake, Suzanne/Susanna et Chimie/Hot. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai qu'on peut rapprocher d'une certaine façon Chimie et Hot. Alain et Jake, je suis pas sûre. Ils ont le Shining tous les deux, en fait, c'est ça l'idée. Le touch tous les deux. Oui, pardon. Oui, attends, on est un podcast de pro, on n'est pas un podcast de pro, là. Attention, on est là pour pinailler, monsieur. Oui, c'est vrai. Toi, quand tu pinailles, on fait pas d'accord. C'est vrai, non, c'est vrai, vous avez tout à fait raison. Mais il a aussi le Shining. Mais non, il a pas le Shining. Je vais te faire relire Shining, tu verras qu'il a pas le Shining. Et donc Dead Hunter dit aussi, je sais plus si la lune du colporteur a déjà été évoquée là où vous en êtes, mais il y a ma théorie avec Gaunt évoquée dans un autre salon, mais du coup c'est un truc en lien avec Bazar que j'ai pas repris parce que je me dis qu'on en parlera peut-être au prochain épisode sur Bazar du roi Steven. Comme ça on fait, on parle, j'en ai déjà parlé d'Insomnie, on peut parler de Bazar si vous voulez, mais on pourra en parler là-bas. Et pour revenir sur un truc évoqué dans le dernier podcast, pour moi, Callahan est un pistolero. Du moins, il le devient à partir de l'instant où il entre au cochon du Sud avec Jake. Mais on a le temps d'y revenir. Avec un petit smiley qui tient la langue. Podcast aurait fait un très bon nom pour ce... Podcast, ah oui, elle est bien, Podcast, c'est bien. Ouais, Non, je revenais sur Callahan. En vrai, Callahan, c'est une blague qu'on fait sur le dire qu'il est pas un pistolero, parce que dans la scène où il demande à Jack après le Dixie Pig, est-ce que je serais un pistolero, et Jack lui fait un sourire en mode mec, abuse pas, ça demande plus que ça, quoi. Et c'est ça qui est marrant, en fait. C'est non, t'es pas un pistolero, en fait. Si Jack il a dit non, ça veut dire que non. Voilà. Anne-Sophie qui a fini d'écouter l'épisode final de la 19e Palabre, donc de nous, sur le pistolero, elle nous dit, vous vous êtes interrogé à un moment sur le pourquoi du moment où Roland, ou le pourquoi du comment où Roland recommence son cycle dans le désert après Tulle et avant le relais.
J'ai une théorie à ce sujet. Je pense que le moment où il revient dans le désert est le moment précis où Jake se fait tuer dans le monde clé, car je pense que c'est sa venue dans l'entre-deux-mondes qui relance l'histoire. Et d'ailleurs, c'est sa 3e mort dans le tome 7 qui y met fin d'une certaine façon, vu que c'est au moment précis où il meurt en sauvant King que la tour est sauvée, puisque les briseurs ne brisent plus les rayons et que King pourra continuer à écrire l'histoire de Roland. Niveau timing, ça colle vu que Jake est au relais depuis quelques jours. Le temps que l'homme en noir y arrive aussi, puis repartent avant l'arrivée de Roland. Et Grand Poil, tu l'avais répondu, sauf que si Jake meurt dans le monde clé, il pourrait pas le récupérer par les portes vu que le temps n'avance que dans un sens dans le monde clé. Ah, j'ai plus ces timings-là en tête, hein, franchement. Ouais, c'est comment dire, c'est trop entremêlé. Ouais, déjà, je l'applaudis pour avoir fait ces liens-là parce que vraiment, gérer toutes les timelines, moi, j'y arrive pas. Je suis perdu. Donc, c'est pour ça qu'à chaque fois qu'on en parle, je dis, je suppose, je crois que. Ouais. Les timelines, c'est compliqué, cette histoire de. D'ailleurs, c'est sa 3e mort dans le tome 7 qui met fin. Qui met fin à quoi, je sais même plus. Au cycle de la tour. D'une certaine façon, vu que c'est au moment précis où il meurt en sauvant King que la tour est sauvée. Puisque les briseurs ne brisent plus les rayons et que King... En fait, c'est ça, moi je me souviens plus que... Ouais, si la tour est sauvée indirectement, parce que du coup, Roland a plus ses douleurs et que King peut continuer l'histoire. Après, ouais, parce qu'en se sacrifiant, il sauve King. Mais ouais. je vois pas le rapport avec le début du désert, en fait, je m'excuse. On parle toujours pourquoi le cycle revient à ce moment-là précisément ? Oui, en fait, à ce moment-là, on se posait la question de pourquoi il recommence ici. D'accord. Et du coup, elle lit ça à Jake. Que le moment où il revient dans le désert est le moment précis où Jake se fait tuer dans le monde clé. Car je pense que c'est sa venue dans l'entre-deux-mondes qui relance l'histoire. Parce que quand Roland arrive au relais où il récupère Jake est là depuis déjà quelques temps. Donc il est arrivé... Oui, est-ce qu'il s'est passé autant de temps entre... Est-ce que genre Jake est resté 3 semaines au relais et Roland a repop depuis 3 semaines, tu vois ? Faudrait recalculer. Je suis pas persuadé qu'il y ait autant de temps entre les deux. Hein. Ah ouais, ça peut calculer. En vrai, il faut calculer... Faut qu'on calcule, ouais. Je sais plus combien de temps il reste à Tulle. Il y a au moins 2 jours avant qu'il arrive à Tulle. Il y a le flash... Non, Tulle, c'est avant. Hein. C'est quoi ? Tulle, il est dans le flashback. Tulle, c'est le flashback, ça se passe avant. Tulle, il raconte. Ah oui, pardon, c'est vrai en plus. Ouais. Donc je pense qu'il n'y a pas tant de temps que ça, parce qu'en fait on passe beaucoup de temps, lui qui raconte au mec avec son corbeau. Oui, c'est vrai. Mais après, entre le moment où le chapitre 1 se termine et le chapitre 2, on ne sait pas combien de temps il y a eu. Non. En vrai, on suppose que c'est le lendemain ou sur le lendemain, mais on ne sait pas. Et je ne suis pas persuadé de la fin de l'histoire continue grâce à la mort de Jay. Tu vois, oui, les rayons sont sauvés parce que c'est pas... En fait, je ne suis pas d'accord sur... C'est la mort de Jay qui font que c'est King... C'est corrélé, mais c'est pas implicite. King il survit parce que Jack se tue à sa place. Tu vois. King survit parce qu'il est sauvé. Oui, mais en fait, c'est toujours les... et si, en fait, ça se trouve que si Jake s'était pas sacrifié, il aurait quand même survécu d'une autre façon. Mais oui, c'est vrai. Je suis pas trop en accord avec ça, mais ça marche, en vrai. Ça marche sur son point. Je suis moins à l'aise avec cadre, la fin, ça marche. mais... Ouais. Et c'est juste que l'histoire s'arrête pas là en fait. Du coup, c'est en fait, je pense que quel est le cadre de cette discussion, c'est est-ce que on parle juste du fait de sauver la tour et du coup ça marche, ou est-ce qu'on parle de l'histoire de Roland et en fait l'histoire de Roland elle s'arrête pas là parce qu'elle continue jusqu'à ce qu'il arrive à la tour. Patrick Danville arrive à la tour, le roi pourpre, et du coup il y a quand même une masse de choses qui arrivent après tout ça, en fait, qui sont quand même importantes pour la suite et qui pourraient mettre fin à l'aventure de Roland et dans lequel Jack n'a plus d'histoire. Et je suis pas en accord avec ça. Et est-ce qu'on considérait que Jack est quand même pas mort parce qu'il est quand même dans le monde que Patrick Danville dessine ? Moi, je considère même pas que la tour est sauvée. Parce qu'en fait, Roland, il y va et on sait pas... les briseurs arrêtent de briser, mais... En fait, les choses restent un peu bancales. Je pense que les tramées continuent de peut-être un peu se répandre. En fait, la tour, elle est vraiment sauvée au cycle d'après, potentiellement, quand il arrive avec le cordel. C'est... En vrai, il y a une vraie question sémantique. On va voir sur le côté, qu'est-ce qu'on considère comme la tour sauvée ? Les rayons sont sauvés, est-ce que la tour est sauvée par ailleurs ? Je sais plus ce que dit Chimie en disant les rayons sont sauvés ou la tour est sauvée, tu vois, par exemple. Ah oui, ouais. Et du coup, il y a un aspect autour de ça, mais ça veut pas dire qu'il détient la vérité non plus. Ouais, c'est intéressant.
C'est assez intéressant. J'aime bien son idée. Je suis pas trop d'accord avec ça, mais j'aime beaucoup son idée d'un certain point de vue, c'est lié à Jack. Et ça marche dans son cas. Donc ouais, ok. Ouais. Et Anne-Sophie nous dit aussi qu'elle elle a fini les 3 cartes et elle fait une petite précision mineure au sujet des lotophages, l'allusion dans la partie 3 sur la 3e porte. Comme vous l'avez dit, c'est un peuple de l'Antiquité qui mange la fleur de lotus, cette dernière engendrant une amnésie. Et elle précise, on oublie le visage de son père. Oh. Mais il y a plus. Ouais. Ulysse et ses compagnons y ont fait escale dans l'Odyssée alors que leur but, leur quête, était de rentrer à Ithaque. Certains compagnons ont consommé cette plante et ont renoncé à repartir avec Ulysse puisqu'ils ont oublié qui ils étaient et donc leur quête, vu qu'ils ne savent même plus ce qu'est Ithaque. Cette idée d'abandon de quête à cause de l'oubli de qui on est me semble intéressante. C'est vrai que nous, on avait eu l'autophage Fleur de Lotus à Amnésie, mais on n'avait pas eu cette ref avec Ulysse et ses compagnons. Ouais. Et Ulysse, lui, il l'a pas mangé... Ouais, c'est bien. Bien vu. Elle marche très bien. Bah, je suis persuadé que c'est un truc que King a déjà lu, donc. Ouais. Oui, je pense que tout ce qui est mythologie, il s'en est abreuvé de fou. Bon, on le voit, de toute façon, là, c'est la légende arthurienne, de toute façon, donc. Moritil qui réagit directement à notre dernier épisode et sur notre histoire de qui nous narre le flashback. Est-ce que ce serait pas... Alors, je pense que c'est un problème de clavier parce que est-ce que ce serait pas Ronald étant l'anagramme de Roland? Je pense que Mauritil a voulu dire Roland. Est-ce que ce serait pas Ronald, le narrateur même, par rapport dont il n'a pas été témoin? Comment l'aurait-il appris? Grâce à la boule de Merlin Rose qui lui aurait montré des visions du passé et du présent, voire de l'avenir, la tour en particulier. Attends, tu peux refaire la dernière phrase, s'il te plaît? C'est la boule de Merlin Rose qui lui aurait montré des visions du passé et du présent, voire de l'avenir, et la tour en particulier. C'est-à-dire que Roland, il utilise la boule sur la fin? Je sais plus. J'ai un doute. Je sais plus. Est-ce qu'il l'a? J'ai un doute, je sais plus. Si, pour moi, il l'utilise quand il rentre, après Magie et Cristal, quand il rentre à Gilead. Ouais, à Gilead. Et il devient même limite accro à la boule à ce moment-là. Ah oui, c'est vrai. Ouais, on n'y est pas encore. Oui, mais dans le tome 4, toujours. Oui, d'accord, ok. Ouais, oui. Ouais. Exact, c'est vrai. Donc c'est possible, mais faut le garder en tête pour ce moment-là, au cas où. Parce que ça se trouve, ça se trouve. En effet, il a un flash et il voit tout ce qui s'est passé. Et concernant la quête de la tour, dans mes lointains souvenirs, Roland commence sa quête après avoir obtenu le pomelo de Maërlin, pas encore dans le début du flashback. Ouais. C'est vrai. Ouais. Mais en fait, c'est pas ça aussi. Avoir tué sa mère qui commence la quête. Ah, c'est loin encore, hein. On n'est même pas à la moitié du bouquin là. Réponse dans 6 mois. On est bientôt, ouais. Je sais plus exactement. Moi, j'ai vraiment, en effet, juste le souvenir de. En fait, sa quête, elle débute là et on comprend ce qui le motive, mais plus les détails exactement. En fait, je pense qu'il nous dit que c'est en fin de bouquin quand il a tué sa mère et qu'il a la 13e, enfin la boule de Merlin qui commence sa quête de la tour, mais il nous explique comment il est arrivé à ce moment-là en fait. C'est ça qui est incroyable. On a Dimitri Kempinski qui nous demande ce qu'on lit en plus de Stephen King et qui demande est-ce que toi, Zef ou Grand Poil, avez lu la trilogie de Marc Lawrence, Le Prince écorché, et qu'en avez-vous pensé? Au plaisir de vous écouter. Et il nous précisait quand l'univers de Roland me manque, c'est la trilogie que je relis encore et encore, je surconseille. Et ben, je n'avais jamais entendu parler moi du Prince écorché. Et non, je connaissais pas non plus. Prince écorché, non, je sais pas. Bah écoute. Bah voilà. Donc ça a rejoint après le commentaire, ça a rejoint ma pile à lire, oui. L'Empire brisé. Et sinon, qu'est-ce que vous lisez en plus de Stephen King? Oh, plein de choses. Je viens de finir Super méchant débutant de John Scalzi. J'ai adoré. Je connais pas. C'est une lecture très légère d'un mec qui hérite la fortune de son oncle très lointain qui s'avère être un super méchant. Ok. Donc il est propulsé dans cet univers-là et John Scalzi, j'aime beaucoup déjà cet auteur, et là c'est une écriture très fluide, très légère. Je trouve qu'il fait beaucoup de choses qui ressemblent un peu à de l'écriture de films de série B, avec ça s'envoie des pics assez régulièrement, des événements invraisemblables, c'est très drôle. Il avait fait comme ça un peu la société protectrice des kaiju, qui est pareil, du même genre, c'est vraiment... J'adore cet auteur. Donc je recommande fort. Et il fait de la très bonne SF à côté de ça en plus. Cool. Joseph, tu lis quoi? J'allais dire, je vais répondre avant toi parce que toi, tu vas. T'as une pile à lire, tu vas prendre toutes les missions. C'est une pile à lire, c'est pas ce que je lis, c'est ce que je dois lire. Oui, non, mais tu lis énormément plus que nous, enfin, que moi en tout cas. Là, j'ai lu Insomnie, donc c'est pas forcément c'est du King, mais
Je suis en train de lire Roméo et Juliette parce que quelqu'un m'a offert ce bouquin et c'est vraiment incroyablement bien écrit. Mais c'est très bien Roméo et Juliette. Je pense que j'ai du mal avec les personnages. Je sais pas si les trad. J'en ai un mini Roméo et Juliette. Oh, il est beau. Qui me donne forcément envie de relire Cyrano de Bergerac. Sinon, tu peux le transporter comme une petite bible sur toi tout le temps. Petite bible de Roméo et Juliette. Non, c'est vrai que je comprends que quand on découvre Roméo et Juliette, quand on a plus de 40 ans, les personnages ils peuvent être un peu agaçants, mais le texte est beau. Apparemment, je suis trop vieux pour lire. Boomer. Trop vieux pour apprécier. C'était le point boomer, merci. En fait, c'est surtout que je pense aussi qu'il y a le côté un peu caricatural et puis des tropes qui ont été tellement réutilisés depuis que il y avait de la nouveauté à l'époque. Oui, non, bien sûr. Depuis, je prends du recul là-dessus. En vrai, c'est beau à lire dans tous les sens. C'est juste que les personnages rendent ouf sur leurs bêtises de trucs. C'est juste ça. Et qu'est-ce que j'ai lu dernièrement de notable je suis à plus de la moitié de la Compagnie Noire, mais j'ai pas envie de finir tellement c'est pas ouf sur la fin. Enfin, pour l'instant, c'est pas ouf. Sachant que une moitié, c'est quoi? C'est 2000 pages. Oui, pardon, j'ai lu les deux premiers intégraux et le troisième, je crois. Ouais, après ça devient très bizarre. J'ai pas lu les derniers tomes encore et je suis pas pressé. Ouais, pareil. Donc voilà, je lis de tout en vrai. Et toi, Émilie, tu lis quoi? Moi, je lis de tout aussi. Alors, moi, je lis par humeur, par période. Donc en octobre, j'ai lu pas mal de trucs d'horreur. En novembre, je sais pas, j'ai voulu lire un truc sur les pirates, j'ai lu Captain Blood, j'ai voulu lire... en fait, j'ai ma pile à lire, je sais pas si je l'avais dit ici, mais il y a un an, j'ai gagné un concours et j'ai reçu un colis avec 87 livres. Je vais tous les lire. Et là, j'en ai lu, je crois, 35 ou 40, un truc comme ça, mais du coup, il me reste quand même pas mal. Et je les prends, j'ai des périodes où je m'en fiche un peu de ma pile à lire perso, donc je vais aller piocher là-dedans. Donc j'ai lu Aventurière d'épaule de Laura Jourdan, qui était super, parce que c'est un truc qui sonne un peu comme un feel good, c'est-à-dire l'écriture est fluide, c'est simple, ça se prend pas la tête, c'est efficace, ça va vite et tout, sans être de la grande littérature, mais ça a pas le truc feel good ça a pas le côté insupportable des feel good qui est une fille qui veut s'émanciper, mais en fait elle va s'émanciper en trouvant un mec et c'est relou en fait. C'est super, je vais refaire ma vie en Norvège et je tombe amoureuse et du coup il y a que comme ça que je peux être heureuse. Tu vois, ok merci. Et là, c'est une meuf comme nous qui se retrouve en galère en Norvège et qui, en fait, devient une aventurière. Et c'est une histoire vraie. Donc, c'était super cool. Et là, j'ai commencé... aujourd'hui, j'ai lu une BD aujourd'hui. J'ai lu le 3e tome de Madeleine Résistante, qui est vraiment toujours très, très bien. C'est l'histoire de Madeleine Riffaut, grande résistante, qui est décédée cette année. Et j'ai commencé Tarot, un young adulte aussi, qui était dans ma pile à lire de ce que j'ai gagné l'an dernier. Mais je lis vraiment de tout, pour le coup. C'est par humeur. Là, je pense que je vais avoir un gros mood SF début. Alors, j'ai vu El Diablo, mais oui, c'est Marsupilami. Tu sais que pour moi, El Diablo, c'est... comment il s'appelle Fabio Quartararo, le champion de MotoGP, c'est son surnom, c'est El Diablo. Pourquoi je vous entends plus, c'est chelou? Qu'on t'écoute. Non, t'écoutais attentivement. Parce qu'on est poli, on t'écoute. Mais non, parce que je voyais Grand Poil rire et je l'entendais pas. Ah, parfois je me mute comme j'ai un fond de mal de gorge, je veux pas tousser dans un peu aussi, micro, ouais. Donc je préfère muter. Ok. Mais j'écoute. Ok. Donc tu montrais El Diablo Grand Poil, c'est quoi? Eh ben, c'est une aventure du Marsu. L'arrière, il y a 24 arrières du Marsu avec l'arrivée des Espagnols un peu dans son pays de la Palombie, qui s'appelle pas encore comme ça. L'intérieur est trop beau. Ça a l'air trop beau. Vraiment, les illustrations. C'est ouf, c'est qui dessine ça? C'est pas le dessinateur original. Non, c'est Alexis Nesme ou Némé, je sais pas trop, et c'est écrit par Lewis Trondheim. C'est sorti là, il y a pas très longtemps. Et franchement, j'ai vu la couverture, j'ai dit, il me le faut, j'adore le bar. Mais c'est d'un autre registre, c'est plus violent, non, peut-être, j'imagine? Non, pas trop. Non, vraiment, là, ça reste encore... c'est un peu plus adulte dans certaines thématiques, la façon dont il les aborde, mais ça reste un peu au-dessus de Spirou et Fantasio, de ce qu'ils ont pu faire. C'est un peu comme ils ont fait avec Spirou et Fantasio, parce qu'il y a différents auteurs, ils ont filé le Marsu comme ça... En beaucoup plus, par contre, adulte, il y a les 2 tomes de La Bête, où c'est une histoire du marsupilami, mais là qui est capturé et envoyé dans un zoo en Belgique, et là c'est rude. Et là c'est rude. C'est très bien, mais c'est rude. Ou bas. Et un commentaire de Claire Defy qui nous dit: question, vous pensez quoi de la carte dans le tome 5 de la BD de La Tour Sombre? Elle me paraît trop simple et en même temps ça aide. Alors je l'ai prise en photo aujourd'hui, je vous l'ai mise dans le salon. Qu'est-ce qu'on pense de cette carte, si on peut la décrire à nos auditeurs et auditrices? C'est une carte du monde ultime.
Oui, c'est la carte qui représente depuis la Cala jusqu'à la tour de mémoire. Je l'ai pas sous les yeux. Oui, il y a les terres frontalières avec Calabrine, Booz, Cala Divine, Grand Croissant, tout ça. Après, il y a en effet Calabrine Sturgis, Cala Amitié, machin, Sentier Rouge, Mani. Il y a Tonnefoudre avec l'eau de Vartois et la gare de Tonnefoudre. Ouais. Il y a le machin du diable, le château de Discordia, dans les maltaires de Discordia avec la ville fortifiée, le casse-roi russe, les terres blanches d'Empatica et bim, la tour. En effet, c'est très simplifié et en même temps, ça donne une idée. Je la trouve ultra précise, moi, cette carte, elle est bien. C'est les parties les plus faciles à représenter en carte, vu qu'après, on sait globalement vers où il se dirige, alors que tout ce qui est la partie sur les bords de la mer et tout ça, quand il se dirige vers... j'ai oublié le nom. Donc bref, tout ce qu'il y a avant dans les 2-3 premiers tomes, tu sais très difficilement sur une carte, les directions sont pas les bonnes, ils ont l'air de marcher des années, alors qu'il se passe, ou des fois t'as l'impression qu'ils marchent peu de temps pour vraiment énormément de kilomètres. Enfin, c'est très étrange tout le début, mais toute la fin de la Tour Sombre pour moi est plus cohérente en termes de géographie. Oui, parce que là, on est à partir des terres frontalières, donc il n'y a pas toute cette histoire avant de quand il était au bord de mer, on comprend pas trop si l'océan est à l'est ou à l'ouest par rapport aux montagnes, tout ça. Il n'y a pas toute cette partie-là. On est vraiment dans le monde ultime. Oui, c'est vraiment la fin, mais de mémoire, c'est celle qu'on retrouve dans le tome correspondant 5. Quand on parle de la Cala et tout ça, il y a cette carte-là. Elle est encore moins précise. C'est la carte que King met dans ses trucs qui est vraiment en mode. J'ai dessiné 3 trucs sur un papier, quoi, tu vois. De mémoire, je dis ça, je l'ai pas sous les yeux là. Mais je crois que c'est ça. Donc ça me semble, elle est bien. En vrai, je pense que c'est une reprise de ce qui a été fait. Et elle est pas mal. Moi, j'aime bien. Oui, je pense qu'elle est assez peu précise pour être correcte. Ouais. Je pense que si je dois me faire tatouer une carte, c'est plutôt celle-là plutôt que chercher celle qu'il y a depuis Chardixler, quoi. L'antre de Chardic. Ouais. Chardixler. C'est parce que la carte que j'ai en face des yeux, elle est en anglais. Du coup, il y a marqué Chardixler dessus. Ah oui, d'accord, t'as une carte sous le nez, c'est pour ça. Très bien, c'est tout pour les commentaires. C'était pas mal, merci. C'est Firiel. Oui, merci tout le monde. C'était incroyable, encore une fois. Est-ce que tu veux faire le Previous Léon que tu as préparé encore une fois très en avance cette semaine? Bien sûr, on avait commencé l'enregistrement. Notre nouvelle histoire ou flashback commence avec un nouveau personnage qui nous est nommé comme Réa, la sorcière du Causse, et la future flamboyante Suzanne. Qui sera notre Juliette, qui sera la Juliette de notre Roméo Roland. Flamboyante. Ouais. Elle est flamboyante avec ses cheveux blonds. Après une rencontre au clair de lune, nous laissons les futurs amoureux. Je dis futurs, mais en vrai, ils sont déjà amoureux. Là, pour une future nouvelle vraie rencontre officielle. Voilà, c'est tout. Ok. Ouais, bon, désolé, vraiment résumé. Les gens ont qu'à écouter l'épisode d'avant. C'est un 8 sur 20 ce résumé. Hein, je note. Eh oh Quoi? Non, parce que Grand-Paul, il dit les gens ont qu'à écouter l'épisode d'avant. Mais c'est dans mon conducteur parce que j'ai décidé que ça l'était. Et ça reste là. T'as qu'à les faire, les résumés. Non, je pense qu'il parlait de mon résumé. Non, des Previous Léon. Ah oui. Tu vois, les gens ont qu'à écouter. Waouh. Je prends l'acte que j'ai mal fait. Je l'ai fait en live avec des souvenirs toujours très parcellaires de ce qu'on a dit la fois d'avant. Oui, parce que tu réécoutes pas. Non. Donc, ouais. Toujours pas. Ouais. Non, c'est pas très grave, hein. T'es pas obligé. Tant que tu télécharges quand même et que tu supprimes après, moi, je suis abonné, il y a tout ce qu'il faut, t'inquiète. Je télécharge tous les jours 2 fois. De temps en temps, j'efface tous les épisodes et je retélécharge tout d'un coup. C'est ce qu'il faut. Au moins toutes les 25 heures, parce que c'est toutes les 24 heures chez Ocha que l'algo sort à jour. Et le Spotify Wrapped aujourd'hui. Ouais. Et dans le flux de la Gazette du Maine, le podcast le plus écouté sur l'année 2024, c'est un épisode où on parle de Terre perdue. Cool. Donc, bravo nous. Parce qu'il n'y a pas que la 19e Palabre dans le flux de podcast dans lequel la 19e Palabre est diffusée. Donc bravo nous. Et la Gazette. Il y a la Gazette, il y a des... Pourquoi je t'entends pas? Là, j'ai chuchoté pour moi-même. Mais ok, trop bien. Félicitations, nous. Donc, toujours deuxième partie, Suzanne, chapitre 5. Bienvenue en ville.
2 jours après leur arrivée dans la baronnie, les 3 garçons se rendent à la maison du maire et Alain est stressé. Il a peur de ne pas réussir à tenir son rôle. Et Roland, sans aucune pédagogie, lui rappelle son rôle et ordonne à Cuthbert de cacher les vigies. Et il est vraiment hyper dur, Roland, sur ce passage-là, mais au fond de nous, on sait qu'il a raison parce que nous, on connaît la menace. Ouais. J'aime bien justement Roland qui dit gardez la tête froide. N'oubliez pas pourquoi vous êtes ici, souvenez-vous du visage de vos pères. C'est vraiment le truc, tu sens qu'il y a une importance particulière à cette rencontre, mais parce que Roland est stressé, je pense, de rencontrer. Oui. Je pense que c'est marrant c'est comme un vrai petit chef, il fait descendre la pression sur les autres. Mais il se le dit pour lui-même aussi. Je pense qu'il y a vraiment un truc de. C'est plutôt dans ce sens-là, ouais, je pense. Ouais. Mais du coup, j'aime bien parce qu'on voit Roland qui a déjà évolué, qui à cet instant plus le petit jeune ado qui allait se masturber sur les remparts, quoi. Tu vois, il est vraiment le gars, il commence à devenir le mec un peu leader qui va être au final, je trouve ça pas mal. Ils sont accueillis par 2 palefreniers aimables, aussi aimables que le shérif la veille, aussi aimables que toutes les personnes qu'ils ont croisées. C'est assez chelou pour que ça garde Roland en alerte. Et donc un flashback qui est pas tout à fait clair à la première lecture, et c'est en résumant où je me suis dit attends, non, putain, le shérif, la veille, et tu dis, allez, on est reparti sur les flashbacks où il faut être concentré pour les voir. Bien vu. Et donc, on nous décrit la ville et on nous précise que la plupart des bâtiments de la Grand Rue sont en adobe. Adobe, c'est une brique durcie au soleil fabriquée à partir de terre argileuse mélangée à de la paille ou de l'herbe sèche hachée. Bravo. Vu qu'on a pris l'habitude de traduire, de donner des définitions en mots qu'on connaissait pas. Mais c'est bien. Pour moi, Adobe, en fait, tu vois, c'est Photoshop bien design. Sûr. Non, mais c'est bien de. Pourquoi du coup ça s'appelle Adobe ? Parce que c'est une brique qui permet de construire un truc. Et la suite Adobe te permet de créer des choses. Ah, je pense que c'est ça. Ouais. Ok. Mais faut prendre l'habitude. Enfin, juste c'est prendre l'habitude de regarder les mots que vous connaissez pas quand vous les lisez. C'est agréable. Ça veut pas dire que vous vous en souviendrez, mais c'est bien. Non, mais avant, je les notais pas. Tu vois, ouais. C'est ça. Je les regardais, mais je les notais pas. Attends, je les note. Mais du coup, je les retiens pas. Donc, pareil. Genre, Adobe, je vais jamais le réutiliser, tu vois. Donc, je vais l'oublier. De la prison collée à la mairie sort le shérif Erk Avery qui les accueille chaleureusement, lui aussi. Enfin, lui aussi, non, parce que du coup, ça se passe avant. Tout a été nettoyé pour leur venue, et s'ils en font des caisses, c'est parce que c'est leur première visite officielle de l'affiliation depuis le passage d'un pistolero il y a 4 ans. Le shérif contrôle évidemment les papiers des 3 jeunes, pièces d'identité et lettres signées d'un pistolero, Steven Deschamps. J'aime bien parce que toute la façon dont ils sont reçus là, il y a vraiment un truc de on a tout nettoyé comme si on était des officiers de détachement de cavalerie de baronnie intérieure. Vraiment, tout est vraiment propre. Le gars qui dit ah non mais vous n'avez vraiment rien d'extraordinaire, non mais vraiment vous venez de la baronnie, c'est vraiment un truc. Et après que j'avais noté, c'était petite attention particulière de réception des gens, et plus tard tu vois qu'en fait c'est de l'ironie. Ouais. Et j'ai mis ah non en fait c'est des conneries, pardon, j'avais ah ouais, ils vont pas arrêter de leur en remettre entre la glace et le reste qu'on verra. C'est trop drôle. Ouais, ça tartine hein. Mais c'est trop justement. Ah c'est bien, j'aime bien. Et comme tu le disais, grand poil, pendant que le shérif lit, les garçons se font servir du thé glacé avec des vrais glaçons. Zef, est-ce que t'as VO sous la main ? J'ai la VO sur mon bureau, ouais. Parce que dans la VF, il y a une erreur. Il y a écrit « ses amis », Richard et Alain. Sauf que Richard, c'est Alain. Alors que du coup, ça devrait être Richard et Arthur. En fait, c'est soit Cuthbert et Alain, soit Richard et Arthur, et pas Richard et Alain. Et je me demandais si c'était une erreur de King qui n'avait pas été corrigée, ou si c'était une erreur de la trad. Dans les noms, c'est ça ? Dans le 2. One eternity later. His friends Richard and Arthur were doing the same. Ah non, putain, c'est un délire. Ça saoule qu'ils changent les noms, quoi. Bah, ils ont dû se dire, ah, mais il a fait une faute. Il s'est trompé. On le comprend quand on lit vite, mais tu te dis, putain, Richard et Alain, c'est la même personne. Ouais. C'est drôle. Ça me casse. Et donc, Roland sent que le shérif ne les aime pas, qu'il est méfiant, que ce sont des morveux de l'extérieur venus les juger, qu'il n'aime rien d'eux. Oui, pardon. En fait, parce que tu as parlé de Steven Deschamps de Gilead, pistolero, machin et tout. Et en fait, de la 29e génération descendant d'Arthur, en ligne collatérale. En fait, c'est-à-dire qu'il est né d'une des gueuses d'Arthur. C'est un bâtard. Et en fait, c'est un bâtard. C'est marrant parce que du coup, je m'étais toujours dit, il vient directement... Alors oui et non. Parce qu'en fait, non, c'est un bâtard.
C'est marrant. Du coup, ça m'a fait marrer de me dire que c'était ça, quoi. Et donc le shérif leur explique pour les glaçons. Grâce au gaz du pétroleum, ils ont un réfrigérateur qui fonctionne encore. Il parle aussi de générateurs qui fonctionnent au pétrole. Le plus gros est de la marque Honda. Et c'était rigolo de retrouver la marque Honda là parce que en espagnol ça veut dire fronde. Ouais. Et du coup je me demandais si King, du coup, il reprenait justement un mot espagnol parce qu'on sait que c'est inspiré du Mexique, toute cette partie-là, ou si c'était une ref un peu random à la marque japonaise. Je pense que c'est une ref à la marque japonaise parce qu'il le met en plus en majuscule comme Honda, tu vois, Honda. Oui, parce que c'est une marque, donc je pense que quoi qu'il arrive, les marques, il les met en majuscule. Oui, c'est pour ça. Je pense que c'est vraiment une Non, mais la marque Honda dans l'entre-deux-mondes, c'est un réfrigérateur de la marque Honda. Oui, mais Honda n'a pas fait que des voitures. Honda n'a pas fait que des voitures. Ok. C'est comme Peugeot qui fait des roues de vélo. Tu vois, non, je sens rien. Que... Oui, non, mais je le dis dans ce sens-là. C'est pas évident, mais oui, non, je sais pas. Évident parce que Peugeot a fait mais oui. C'est dans ce sens-là, en fait. Ils n'ont pas fait que ça. Je savais pas. Et c'est marrant parce que du coup, la cuisinière, il précise qu'elle sert de leçon d'histoire aux écoliers. Et je trouvais ça trop drôle de regardez, ils utilisaient ça dans le temps, c'est incroyable parce que ça en 1940 c'était comme ça qu'on fabriquait le et c'est trop drôle. C'est drôle. Du coup, est-ce que j'ai acheté une barre de son Yamaha à ma mère pour son anniversaire, est-ce que c'est le même Yamaha qui fait les motos? Oui, complètement, ouais. C'est la même marque, juste elles font une branche différente, c'est pas elle va pas être contente parce que ma mère elle pilote des Honda. Ben, clairement, c'est une guerre. Oui, non, c'est intéressant. Oui. Les garçons sont conviés le lendemain à un dîner chez le maire. Rendez-vous 20h pour eux, mais 19h pour les autres. Le maire compte bien sur une entrée remarquée. À cette soirée, ils pourront rentrer en contact avec tous les propriétaires dont ils doivent compter les biens. Est-ce que le hara, à ce moment-là, on entend parler du hara Lazy Susan, tenu par H. Renfrew, et je me demandais si c'était celui du père de Suzanne, vu le nom. Après, Lazy, c'est pas très... Attends, c'est quel... pas très gentil pour elle, mais rien à voir. Je crois pas. Hein. Parce que je suis pas sûre qu'on ait le nom, peut-être qu'on l'aura plus tard, du hara de son père. Et puis son père avait appelé son hara le Lazy Suzanne, c'est pas très sympa. Ouais, c'est chelou, hein. C'est chaud. Mais tu vois, c'est le truc de King de foutre le même prénom partout, en fait. Ouais, mais je suis pas persuadé que Lazy ce soit forcément péjoratif. C'est un peu aussi repos ou tout comme ça, non? Ah, peut-être. C'est quand même la vraie traduction. Hein. C'est paresseux. C'est paresseux pour moi, la vraie traduction. Et derrière, t'as des... Fainéant, flemmard. Exemple, Lazy Suzanne, plateau pivotant. C'est une expression. Je suis sur Lingui. Dans les exemples, il y a Lazy Suzanne, plateau pivotant. C'est drôle, ça. Ça peut être un compromis aussi, vu comme tu vois, quelque chose de facilitant. C'est un plateau tournant. Trop drôle. J'avais déjà vu des trucs comme ça. Planche de transfert rotative. Ça peut être aussi un vagabond. Oui, mais Lazy Suzanne, ça veut vraiment dire quelque chose. Ok, ouais. Donc c'est que c'est ça. Trop drôle. Bon, bah voilà, on a réglé une enquête rondement menée. Avant qu'ils ne partent, le shérif leur demande de déménager leur camp de l'Aplomb, où ils sont, jusqu'au nord-ouest de la ville, dans le vieux baraquement du ranch, le Barca. Avec juste la lettre K, mais là, à un moment donné, on fait forcément un rapprochement avec le K, KA. Ah, c'est volontaire, je pense. Oui. C'est bon. Et une fois de plus, Roland trouve cette amabilité suspecte. En fait, j'aime bien le shérif qui est tout pouvoir, là. Vraiment, qui se sent tout pouvoir comme un connard. Il se sent tout pouvoir, ouais. On découvre après que, pas trop, en fait. Ouais, en vrai, il essaie de se donner de la contenance sur un truc où il l'a pas, en fait. Il a aucune maîtrise. Il veut juste impressionner les petits jeunes. Oui, voilà, c'est ça. En fait, c'est vraiment le vieux boomer qui dit c'est pas trois petits jeunes de 15 ans que voilà, tu vois. Et c'est intéressant. Ouais. Et on passe au point de vue justement du shérif et de ses hommes, confirmant encore une fois qu'on a un narrateur extérieur. Il se trouve qu'ils ne sont pas si chaleureux qu'ils en donnent l'impression et qu'ils sont une menace pour le cadet. De leur côté, les garçons ne sont pas dupes et sont d'accord sur une chose, ils ne peuvent pas se fier au shérif et ses hommes, d'autant qu'ils n'étaient pas censés savoir avec autant de précision où ils ont monté leur camp. Ils étaient surveillés, mais Roland a la tête ailleurs, il a hâte de revoir Suzanne. Et on s'aperçoit que même Cuthbert, qui avait pour mission de se tenir à carreau, n'a pas pu s'empêcher de se foutre de leur gueule, et que le shérif s'en est aperçu aussi quand même. Parce qu'il n'est pas si con que ça. Ouais, j'aime bien ce double jeu en fait qu'il y a quand t'as le point de vue du shérif de... Tu vois,
dans la lecture de Roland, t'as vraiment l'impression que c'est un teubé, que t'as envie de... Et en fait, non, il est vraiment plus fin que ça, en fait. Il a vraiment il a de la bouteille, il voit les petits détails, et c'est, je trouve ça trop bien, en fait, de la profondeur que tu vas avoir, parce que c'est vraiment les premiers jugements que tu vas avoir sur le physique d'une personne qui se donne du pouvoir ou de l'autorité, et t'as vraiment ce truc de, oh là, c'est un gros con, en fait, t'as pas envie de lui donner la moindre crédibilité, et en fait, juste fais attention à ce que tu dis, ce que tu penses, quoi. Oui, parce que Roland a très vite du mépris pour les gens. Ouais. Très, très vite du mépris. Et donc là, c'est du mépris. Ouais, clairement. Retour au présent, entre guillemets, ou en tout cas au premier niveau de flashback, et à la maison du maire. Guidés par les palefreniers jusqu'à l'intérieur, ils sont accueillis par Olive Thorin, femme du maire, et Coraline, sa belle-sœur. Seule Olive Thorin lui inspire sympathie et confiance, et ça sera le cas pour le restant des convives de la soirée, à l'exception de Suzanne. Ouais, je reviens parce que ce passage, il parle de la vigie, c'est ça? Oui. Penchant d'avant, il tapote la jointure du crâne de la corbeille, la vigie. Passage 5. Non, passage 4. Oui, je viens de finir le passage 5. Oui, c'est ça, pardon. Et en fait, je vais noter que je me souviens plus. En fait, je me souviens que dans mon souvenir, quand je disais le truc de la vigie, je voyais ça comme un objet de pouvoir de la part de Cuthbert. Un truc dans lequel il pouvait. Et en fait, pas du tout, non? Non, c'est juste un crâne d'oiseau qu'il accroche son pommeau. Ouais, mais c'est marrant. Collier. Toi qu'il le nomme la vigie, il y a un truc de pouvoir autour de ça. Et je me souvenais plus du tout. Non, c'est le mec, le relou qui file une blague qui fait rire que lui, tu vois. Et il adore. Et tu vois, très bien. Ouais, mais tu vois, son texte là, il est chelou. Il dit: se penchant en avant, il tapota les jointures du crâne de la corbeille. La vigie ne l'a guère apprécié toutefois. Je regrette de dire que notre fidèle vigie a trouvé que le shérif Avery était un gros plein de soupe et un seul os. Et en fait, tu te dis. Mais il donne ses sentiments au travers de la vigie. Enfin, vraiment, c'est encore une fois, c'est pour moi, c'est clairement, il est marrant, toujours dans le domaine de la très enfantin, hein. Ouais. Bah écoute, Cuthbert est un cool personnage. C'est un petit con. Ouais. C'est étonnant que tu l'aimes bien, Cuthbert, étant donné que c'est la copie conforme d'Eddie. Je vois pas de quoi parler. Je sens un peu de mépris dans votre. Non, pas du tout. Mais moi, j'adore Cuthbert parce qu'il me fait penser à une version d'Eddie un peu moins pénible, où on lui pardonne peut-être un peu plus ses enfantillages parce que c'est un enfant. Ouais. On pourra en reparler. Donc les garçons rencontrent beaucoup de monde et Cuthbert, qui a une mémoire à toute épreuve, est chargé de tout mémoriser. Les gens, leur nom, leur visage, tout dans le moindre détail. Ouais, j'adore ça. Et c'est drôle que la vigie, pour moi, dans ma tête, vigie, c'est justement celui qui surveille, tu vois. Ouais, c'est exactement ça. Ça fait partie de lui, ouais. Olive Thorin s'éclipse, Roland sent que malgré les apparences, elle est malheureuse, et ils sont conduits au maire par Kim Barrymore, chancelier de Thorin et ministre de l'inventaire. Je crois qu'il dit même qu'il se doute que ça a été inventé, genre en dernière minute. Allez, tiens, toi, tu seras ministre de l'inventaire. Le chancelier, depuis que je l'ai relu, en le relisant là, pour moi, il a la tronche de Rima dans le Seigneur des Anneaux, dans le film, là, celui qui conseille le roi. Ah, ouais. Langue de serpent. Langue de serpent. C'est trop lui. Enfin, moi, je l'imagine trop comme ça. C'est vrai, ça marche bien. La salle de réception n'est pas plus belle que celle de Gilead. Mais il y a plus de ferveur que dans les fêtes de sa terre natale, même si celle-ci semble très éphémère. Parmi la foule, Roland repère Suzanne, qui se distingue de toutes les autres personnes par sa beauté singulière. Il la désire instantanément et en un claquement de doigts, plus rien d'autre n'est important, il n'y a plus qu'elle qui compte. Comme quand Roméo rencontre Juliette à la fête des Montaigu. Il la voit et pouf, il a oublié Rosaline, il a tout oublié, il a oublié la guerre entre les deux clans. Bon, il sait pas tout de suite que c'est une Montaigu, mais ouais, mais c'est vraiment un copier-coller de ça, quoi. Bien sûr. Bien sûr. J'aime bien son petit point connard de parisien de Roland, en disant ouais, bon, les fêtes qu'on fait à Gilead, elles sont mieux, quoi, mais c'est pas mal ce qu'ils font quand même. On a des plus grandes salles, quoi. La nôtre est plus grande. J'ai plus en tête Roméo et Juliette. Oui, bon, voilà. J'avais pas encore commencé à relire Roméo et Juliette, mais j'avais noté que ça me semble être une scène identique à Roméo et Juliette. Mais voilà, c'est ça. Et oui. Elle l'aperçoit aussi et réussit presque à faire un poker face. Les garçons sont présentés au maire, loin d'être décrits comme un homme charismatique, et tous les yeux sont tournés vers eux. Mais ceux que Roland le romantique sent sur lui, ce sont ceux de Suzanne dans sa belle robe bleue. Oh là là.
J'aime bien le maire qui dit non, m'appelez pas mon excellence, ça sert à rien. Monsieur le maire, ça suffira. Je dis, oh, ben, connard. Maire Tourin. Putain. Mais il est un peu comme le shérif, il sait bien que les choses lui échappent et il essaye de garder la face ou au moins un semblant d'ego, quoi. Ouais. J'aime bien aussi parce que quand ils rencontrent les palefreniers, ils utilisent une salutation qui n'est pas exactement celle qu'on connaît. Qui est celle de... Ils disent que vos longues journées ou un truc comme ça. Ou... Attends. Ouais. Oui. Alors, pour le coup, je me suis demandé si c'était pas le traducteur qui connaissait pas l'expression et qui avait retraduit mot pour mot, un truc comme ça, la version anglaise. Bah là, il donne... plus tard, il y a la vraie truc, que vos journées soient longues et vos nuits plaisantes. C'est Roland qui le dit, tu vois. Donc, oui, mais quand il le dit, en fait, il le dit, on comprend qu'il se trahit un petit peu. Qu'il fait une erreur. Ouais. Oui, bien sûr. Mais ce que je veux dire, la traduction, elle est bonne, du coup. Ouais, non, du coup, la traduction est bonne. Et j'aime bien qu'effectivement, il y ait cette différenciation de la façon de le dire. J'aime beaucoup. Un peu comme si quelqu'un de Montpellier faisait semblant d'être à Paris, mais faisait 3 bises, bah t'es vite grillé, en fait. Oui, bah c'est exactement l'exemple que j'avais en tête. C'est suivant les régions, tu fais pas le même nombre de bises. Bah ouais. Chez nous, c'est 24. Nous, en Bourgogne, c'était 4. Ouah, ça commence à faire long. Mais il y a une région, on n'en fait qu'une. Ah ouais? Je crois. Hein. Donc du coup, il y a vraiment de tout jusqu'à 4, quoi, tu vois. Genre. Et il y a aussi cette histoire de on commence à gauche ou à droite, tu vois. C'est vraiment, c'est tous ces moments un peu gênants. Il y en a qui commencent en tendant la joue droite, ou il y en a qui commencent en tendant la joue gauche. C'est vrai. En fonction d'où tu viens. Ouais. Ah, je sais pas, tiens. Moi, c'est en tendant la joue droite. Je pense que c'est les gauchers qui se gourent, non? C'est pas ça? Enfin, les gauchers non, c'est vraiment des questions de région. Ah ouais? Bah voilà. Ouais. Je sais plus. Donc, ils sont donc présentés à Eldred Jonas, qui ne se sépare pas de son sourire pincé, et alors qu'il lui serre la main et s'attarde sur le tatouage qu'il y aperçoit, c'est là où Roland commet la première bourde dont on parlait, où il le salue de la façon dont on saluait Aguiled. Puis ils sont présentés à Cordelia Delgado et à sa nièce, Suzanne Delgado. Roland a une pointe de jalousie envers le maire, mais ne soupçonne pas que c'est à lui qu'elle est promise, puisqu'il a déjà une femme. Il réussit à faire poker face en la saluant. Suzanne saluant à son tour Alain et Cuthbert, qui ne peut s'empêcher de faire le guignol, et là on comprend la comparaison avec Eddie. Ouais, je vous ai déjà dit que Cuthbert c'est un bon personnage ou pas? Bah ouais, mais en plus, avec ça, il désamorce un peu une situation qui était tendue, quoi. Ouais, c'est clair. Ouais, c'est clair. J'adore. Il y en a besoin. Ouais. Ils sont aussi présentés au proprio du ranch où ils ont dû déménager. Dans la conversation, Roland sent avec ses sens aiguisés de pistolero que son auditoire n'est pas dupe de leurs fausses excuses quant à leur présence ici. Je sens la tension qui manque, qui monte quand même. Putain, en fait, tout le monde est en train de jouer un double jeu et tout le monde fait semblant de rien. J'aime bien le passage où il explique pourquoi ils boiront pas d'alcool. Attends, c'est là. Ah, c'est juste après ça. Hein. C'est pas ça? Si, c'est dans ce passage-là. C'est le moment du toast. Oui, c'est ça, c'est le moment du toast. Ouais. On leur dit qu'on va servir de la bière et ils disent en fait on pourra pas. Et en fait ils déroulent le truc de. Moi j'aime bien. J'ai beaucoup aimé ce passage. Ouais. Mais ça finit d'ailleurs sur le maire qui porte un toast en leur honneur et sur Suzanne et Roland qui se regardent avec amour. Et ce regard n'a pas échappé à Cordelia qui tombe sur Suzanne au moment où elle passe dans la salle à manger. Mais Suzanne nie en bloc l'avoir déjà vue. Elle prend une soufflante, son regard énamouré a sans doute été vu par plusieurs personnes, mais Suzanne a signé un contrat, il ne faut pas qu'elle l'oublie. Coincée, Suzanne promet de se détourner de Wilderborn s'il s'approche d'elle. Ah oui, et là, c'est vraiment la nourrice de Juliette qui vient lui dire « c'est un Capulet. Attention, c'est un Capulet. » Ah ouais, j'ai noté sur le passage où elle parle du fait que son frère, du coup le père de Suzanne, avait été capable d'engendrer une enfant bien trop jolie, mais non, mais même mort, il avait son utilité. Vraiment ce passage horrible, et du coup j'ai pris juste j'ai surligné tout le passage et j'ai écrit connasse. Ouais, grave. Ouais. La méchante belle-mère de Conte de Fées. Ah ouais. Mais ça marche super bien en vrai. Ouais, c'est efficace, c'est des codes qu'on connaît. Ouais. Et c'est bien parce que ça donne la hargne à Suzanne de se battre différemment. Tu vois, elle aurait eu quelqu'un qui la protégeait, elle aurait peut-être pas eu la hargne en fait de ça. Ouais. Et c'est bien. J'avais noté de regarder la VO sur le. C'est quoi? C'est ainsi nous le disons, non? Quoi qu'il en soit ainsi, disons-nous tous quand ils trinquent tous là. Et en anglais, c'est le So Say We All, mais je pense que c'est une formule qui existe en anglais, So Say We All, un truc comme ça. Non? Ouais, ils utilisent ça dans Battlestar Galactica. Oui, c'est pour ça que j'avais fait la ref. En disant, et c'est reparti. Et encore des vaisseaux spatiaux. Ouais, mais parce qu'il faut regarder Battlestar Galactica, c'est pas juste une histoire de vaisseaux spatiaux en fait.
À table, Roland parle avec des rancheros. Il n'y a plus beaucoup de naissances d'animaux mutants, mais il y a moins de naissances qu'avant quand même. Roland perçoit bien que la sœur du maire ne perd pas une miette des conversations et sent qu'elle racontera tout, non pas au maire, mais à Rimmer, voire à Jonas, ceux qui détiennent sans doute réellement le pouvoir ici. Il perçoit aussi que les hommes à la table surjouent un peu leur ivresse pour les leurrer. Et c'est à ce moment-là aussi que les rancheros leur filent des chiffres, mais que Roland, de ce qu'il a déjà pu voir, s'aperçoit que même là, il diminue complètement. Ils ont beaucoup plus de chevaux et de bétail disponibles et en bonne santé que ce qu'ils sont en train de lui dire. Ouais. Oui, et en effet, ça parle chevaux. Et au passage, Roland se fait la réflexion que c'est bizarre que Suzanne soit assise aux côtés du maire. Sans doute son oncle. Oui, il le dit avant. Oh, son cousin germain, sûrement. Et alors que sa femme est reléguée plus loin de lui. Et pendant qu'il partage sa réflexion, les explications débitées avec mépris par la sœur du maire lui font l'effet d'une balle en plein cœur. Suzanne est, je cite, sagueuse, sa putain. Ouais, mais d'une catégorie très chère, une vierge achetée et payée à l'ancienne. Oh là, t'allais vite pour moi, pardon. J'aime bien parce que justement, quand il dit il suppose que l'homme bonhomme de Thorin préférait une jeune et jolie parente pour attirer l'attention générale. Et en fait, je faisais la relation avec Steven Deschamps, sa femme et Martine, et je me dis, Roland qui a vu exactement la même situation de la part de sa mère, le même type de situation dans une ambiance générale où il voit qu'il y a un truc qui déconne entre Martine et sa mère et son père qui laisse faire, tu vois, dans le tome 1. Là, il voit la même chose, mais parce qu'il est amoureux, il se dit non, c'est pas possible, ça n'existe pas. Je me dis, mais quel teubé, c'est trop bien. Et j'aime bien la réponse de juste après. Alors là. D'après vous, combien y aurait-il d'autres chevaux en liberté totale, demanda-t-il à Renfrew. Ce dernier fixa d'un air finot. Une réponse honnête reviendra point me hanter, pas vrai fiston. J'appartiens à l'affiliation jusqu'à la moelle. Je lui appartiens et on gravera Excalibur sur ma tombe. Probable, mais je ferai point en bris ni Mégis dépouiller de leur trésor. Alors là, je me disais, putain, la phrase « on gravera Excalibur sur ma tombe », elle est forte, parce que effectivement les pistoleros deviennent de Richard. Et en vrai, je m'étais dit, putain, qu'est-ce que vous voudriez graver sur votre tombe pour prouver un truc aussi fort, quoi, tu vois. Juste, qu'est-ce que ce serait mon épitaphe je ne suis pas Stephen King. Je pense que les auditeuristes du roi Stephen auront la ref, mais... Moi, je veux qu'on me jette à l'eau, comme ça, je suis tranquille. Ah ouais. Ok, mais il y a une épitaphe quand même, gravé sur quelque part. Épitaphe, ça peut être aussi un signe ou un truc comme ça. Est-ce que toi, ce sera une map de l'entre-deux-mondes? J'avoue, ce serait marrant. C'est un peu dur à graver comme ça. Non, moi, je mettrais... je vous chauffe la place. Je vous chauffe la place. Droit aux enfers. Rendez-vous en enfer. Une fois, j'avais eu je dégraisse, ça fait penser à cette blague, à ce qui m'est arrivé un jour. J'avais un t-shirt, j'étais dans ma période refus de tout, et j'avais un t-shirt où il y avait une croix chrétienne qui était barrée, et il y avait marqué « Votre Dieu n'est pas le mien ». Et je me baladais le rebelle. J'étais un rebelle, moi, attends, t'es ouf. De loin, quand même, pas déconner. Et un jour, je me baladais à Paris non, pas du tout en capuche, en plus, c'était un t-shirt. Et avant, je me baladais à Paris, j'étais en vacances chez mon frère, et on se balade au Champ de Mars, et il y a un mec qui vient me voir. Il me dit, ouais, ton t-shirt, là, pourquoi parce que, tu vois, Jésus... Et en fait, il m'embrouille pas, juste, il essaie de me convaincre, de dire, Jésus, il est là pour toi, en fait, il faut truc. Et je suis en mode, non. Et je suis rentré pas dans son jeu, j'ai été sérieux en disant ça représente juste que je crois pas à ta religion, en fait. Moi, c'est pas la mienne. Donc, juste, faut arrêter de tout voir par le prisme du christianisme et de Jésus, machin. Donc, on rentre dans un petit débat de 2 ou 3 minutes, quoi, parce que le mec était un peu bourré, c'était marrant. Et à la fin, il me dit non, mais sache que Jésus continuera à t'appeler, je sais pas, il lui laissera un message sur mon répondeur, tout va bien. Clairement, le déni. Désolé pour je me moque un peu, mais pas de mal, quoi. Mais du coup, c'est la parole d'évangile à son paroxysme, quoi. C'est vraiment. Ouais, voilà, ça, c'est pas la non remise en question qui me trigger, en fait. L'insistance. Roland observe la femme du maire et comprend sa tristesse. Et elle est hyper forte, je trouve, cette scène de fin de partie. Parce que Roland, il est en milieu de table avec Renfrew qui essaye de temporiser la haine de la sœur du maire d'un côté, Suzanne coincée entre Jonas et le maire en train de s'amuser d'un côté, du même côté, et la femme du maire
qui est reléguée toute seule à l'autre bout de la table, malheureuse comme les pierres. C'est terrible. C'est vraiment, t'as presque l'impression de voir la scène, quoi. Sauf que c'est plus convivial et tout, et que c'est pas Jésus qui est au centre, mais tu te dis, il se passe des trucs, il y a plusieurs niveaux de lecture, des événements autour de cette table, et il se passe beaucoup de choses, et Roland, il capte tout à ce moment-là. Ouais, puis c'est clairement une séquence politique très forte de présentation de la ville aussi, et de ses protagonistes. Ouais. Et de la hiérarchie entre eux aussi. Ouais, c'est... Là, tu comprends tout ce qui se joue juste avec cette table-là. Et en vrai, si vous avez des grandes familles, même des petites familles, en fonction de qui se place où, de qui parle de quoi, à quel moment, tout, c'est un dîner de famille, au bout d'1h30, 2 heures, où tout le monde commence à être à l'aise. Ça dit complètement de l'énergie et du fonctionnement de la famille au complet. Ouais, bien sûr. C'est très parlant. En fait, c'est vraiment, il y a un truc de tristesse infinie pour sa femme qui, en plus, est encore amoureuse, quoi, tu vois. Elle ferait vraiment tout pour lui, quoi. Après, elle accepte cette situation pour lui, en fait, parce qu'elle est amoureuse et qu'elle veut son bien. Et c'est ultra triste, quoi. Vraiment, c'est... Alors que c'est sans doute lui qui est stérile et qui remet ça un peu sur son dos et que c'est elle qui est mise de côté et que on le savait avant et on le voit là encore plus dans les parties d'après que Suzanne elle est pas là que pour faire un enfant, sinon ça serait pas elle serait pas avec ce décolleté là, ces bijoux là à côté, il l'agresserait pas dans les coulisses, enfin ça c'est vraiment complètement. Et en fait c'est un truc de tristesse de non seulement elle est triste alors qu'elle l'aime encore, mais en plus ça reporte sa haine et sa tristesse sur Suzanne. Alors en vrai c'est lui l'instigateur, quoi, et je trouve ça d'autant plus dur pour Suzanne, quoi. Elle prend la violence du maire dans la gueule et ses agressions permanentes. Elle prend la violence de sa tante qui la vend comme une prostituée comme un bout de chair, même pas comme une prostituée, comme un bout de chair pour pouvoir avoir autre chose. Elle prend la violence de tout le regard du village de on sait qu'il veut que ton cul et tu sers qu'à ça, et elle prend la violence en plus de la femme pour qui de qui elle pourrait avoir du soutien, parce qu'elle pourrait haïr son homme et dire en fait je suis désolé que tu sois là, en fait, tu vois. Et en fait non, elle prend encore cette haine là, et en plus t'as Roland, ce petit connard de merde qui vient lui dire derrière pardon. Et en plus la veille elle s'est quand même fait agresser par Réa, tu vois, donc ouais voilà, tu vois, j'aurais subi, c'est incroyable. Vraiment, pour ça Suzanne elle est résiliente. Ouais, elle est résiliente. Sauf au feu, mais ouais. Et donc, après un dîner interminable, vient le temps des danses, et Roland se trouve entraîné dans une ronde avec Suzanne qui profite de leur proximité pour le remercier de sa discrétion. Mais Roland, plus amoureux que jamais, mais fier et déçu, lui envoie une pique. La blesse aussi, mais la ronde les sépare avant qu'ils ne puissent parler davantage. Petit connard de merde. Un gamin de 14 ans qui est déçu. Vraiment, hein. Bah oui, c'est une réaction, j'ai envie de dire, de son âge aussi, quelque part. C'est ce qui fait que t'aimes pas Roméo et Juliette, c'est parce qu'il se comporte comme ça. C'est pas Eddie qui aurait réagi comme ça, hein. Eddie, il a 15 ans de plus. J'en bave sur mon bureau, j'en postille sur mon bureau, ça me rend ouf. Mais tout va se résoudre, au moins pour un temps. C'est vrai. Chapitre 6. Chimie. La soirée terminée, et une fois tout le monde rentré, on retrouve Suzanne et on apprend que le bijou n'est pas à elle. C'est un prêt. Et c'est un détail important parce que ça a pesé dans l'impression de putain qu'on a acheté, que Roland a eu, mais parce que c'est comme ça qu'on lui a dit, mais que tout le monde a eu en effet à la soirée. Mais en la plus, robe non plus en n'était location, pas... vu que c'est pas elle, c'est vraiment, ça fait vraiment, je t'ai prêté des atours, je te les donne même pas, ça, elle est même pas payée pour ça, c'est, il faut qu'elle, oui, faut qu'elle le rende. Ça lui correspond pas. Bah tu vois, c'est pas elle, en fait, c'est pas ses habits, c'est pas ses bijoux. On nous dit que la robe, c'était pas son choix et qu'elle a trouvé trop décolleté. Ça lui ressemble pas. En fait, Suzanne, c'est déjà une aventurière, c'est déjà quelqu'un d'affirmé, qui est d'affirmer autrement que uniquement sa position de femme. Et je pense que pour l'époque, elle détonne complètement. Mais même tu dis que King, il est quand même extrêmement sexiste dans ses premiers récits. Là, il nous donne un personnage qui est traité comme tous les personnages sont traités à cette époque-là, mais qui se rebelle de ça et qui se met un peu... C'est ce qui m'intéressait, moi, sur l'épisode précédent, de savoir si elle était décrite par les yeux de Roland ou pas, parce que ça change forcément la façon dont elle est décrite. Mais en fait, si on la prend indépendamment des yeux de Roland, c'est un personnage hyper indépendant, hyper féministe, hyper fort, qui, pour la première fois, on a parlé genre consentement et agression sexuelle au-delà de l'histoire de Susanna avec le démon. Ça nous fait aborder ces sujets-là, tu vois.
En fait, il y a un aspect dans la narration là, il y a un aspect super intéressant on a tout le premier passage, enfin le chapitre d'avant, enfin la fin du chapitre d'avant où on parle du repas et on a tous les points de vue de plein de personnages. De Roland, du maire, de sa femme, de sa tante, de machin, qui traitent de la situation en tant que telle, mais qui ont tous un regard sur Suzanne d'une certaine façon, qui la traitent de putain, qui la détestent, qui d'un seul coup sont amoureux puis la rejettent, qui ont envie juste de la prendre dans un coin et tout machin. Mais t'as à aucun moment sur le regard de Suzanne en fait. T'as à aucun moment son fiancé. En fait, on attend la fin de tout ça pour pouvoir avoir l'envers du décor de dire elle a rien choisi, elle a pas choisi sa robe, elle a pas choisi son bijou, elle a pas choisi où se placer, elle a pas choisi d'être là ou pas, elle a pas choisi. Et en fait, c'est marrant parce que tu pourrais penser tout du long de ce passage que parce qu'elle sourit, parce qu'elle rigole, parce qu'elle se complaît dans cette situation d'être à la droite du maire, d'être sa gueuse et que c'est un terme quasi officiel et que ça permet ça lui donner une position en fait presque dans le village, peut-être une future position de pouvoir, tu vois. C'est intéressant en fait de se dire qu'on pourrait avoir cette image là et que d'un seul coup on redescend fort en disant en fait elle a juste envie de se flinguer parce que c'est horrible, elle a pas envie de vivre ça du tout en fait. On le savait déjà un peu avec Réa, mais là vraiment c'est intéressant comme scène je trouve en termes narratifs quoi. Ouais, on nous donne une grille de lecture. Ouais. C'est marrant. Et il y a plein de séries et de films, et je pense notamment tout ce qui ressemble à je sais plus comment ça s'appelle, les films où t'as un meurtre dans une maison, et en fait on refait la scène du meurtre, genre le dîner, des trucs un peu à la Cluedo, et qui font ça, ou genre sur un épisode de série, t'as le même événement qui est déroulé, mais à chaque fois du point de vue de chaque personnage, et tu te rends compte à quel point tout le monde a vécu un même événement de façon complètement différente. Ouais, bien sûr. C'est hyper intéressant, parce que là c'est ça en fait. Ouais, complètement. Il y a un bouquin qui faisait ça, je crois, on en a déjà parlé, mais... Ah ouais? Qui s'appelle j'aime bien ça. quelque chose, je sais plus quoi, où t'as quatre bouquins, une même histoire, 4 points de vue différents. En fait, tu lis un bouquin, c'est le point de vue de la nana, tu lis l'autre bouquin, c'est la même histoire, mais vu par un autre mec. Et du coup, je crois que... Enfin, je sais plus comment il s'appelle, il faudrait que je retrouve ça, si vous avez... en commentaire, vous avez ça, n'hésitez pas à me dire. Je crois que c'est U42 ou un truc comme ça, c'est un vieux bouquin qui a doit avoir une dizaine ou quinzaine d'années, je pense déjà. Écoute, il y a eu ça pour 50 nuances degrés, où il y a un tome du point de vue de, je sais plus son nom, au gars là, toxique, et il fait parler sa bite. Mais oui. Mais oui. Attends, j'ai pas. Oui. Il y a le mot bite qui est apparu, j'ai pas compris pourquoi. Parce que je parlais de 50 nuances degrés. Mais je dis pourquoi elle parle. Je sais pas. Ah non, mais parce que oui, en fait, c'est extrêmement chelou. Ne lisez pas ça. Ça rend pas, moi, j'ai lu le résumé de Un odieux connard et c'était très rigolo et ça me faisait déjà mal au cœur à ce moment-là. Et donc on apprend surtout que le maire lui a sauté dessus en coulisses, qu'il lui a forcé des baisers et qu'il a eu des mains baladeuses. La totale. Clairement, il la traite comme si elle lui appartenait. Il va avoir du mal à attendre la moisson. Oui, et ça confirme un peu ce qu'on avait senti et ce que Réa a dit à Suzanne, c'est-à-dire qu'en fait elle est pas là juste pour faire un enfant. Parce qu'il a déjà envie de la niquer et elle est pas là juste pour faire un enfant, elle est là pour son propre plaisir. Ouais, puis je pense aussi affirmer son pouvoir en tant que mère. Et il a une femme plus jolie que sa femme actuelle sous lui, on va dire. Ouais, comme tous les gars dans la crise de la quarantaine qui ont des trucs à se prouver et qui sortent avec des mini-nettes de 25 ans. C'est un peu la même chose. Leonardo DiCaprio, on te regarde. Ouais, mais lui... DiCaprio, il a joué Roméo. Attention, elle va le défendre. Pardon. J'étais en train de dire, il a jamais été marié. Il a pas. Quand je parle de crise de la quarantaine, c'est en effet, il fait partie de tous ces gars qui ne sortent qu'avec des filles qui ont entre 25 et 30 ans et qui sont mannequins. Bah d'accord, ok. Moins de 25. Mais, moins de 25. Mais, ouais. C'est à 25. Ah ouais. Adieu. Ouais. Et mais il a jamais. Quand je parle de crise de la quarantaine, c'est tu plaques tout pour changer de vie, tu t'achètes une Ferrari, tu quittes ton job, tu quittes ta femme et tes gosses, tu vois. Je pensais plus à cet aspect-là. Est-ce qu'il y a juste, c'est remettre en cause la crise de la quarantaine. Est-ce que ça existe vraiment? Genre, le démon du midi, on appelle ça. Genre, c'est un vrai truc avéré psychologique de. Il y a des gens qui font ça parce qu'ils ont besoin de changer à 40 ans, ou est-ce que c'est un truc qui est resté comme une forme de blague qui s'est avérée, quoi, tu vois. Une prophétie autoréalisatrice, peut-être. Ben, je sais qu'on parle du démon de midi avec le désir de changer de compagne ou de compagnon à l'approche de la cinquantaine. Et je pense que s'il y a une expression autour de ça, c'est que c'est quelque chose qui est
psychologiquement avéré. Okay, non, mais oui. Alors ouais, c'est une vraie question de bah oui, les gens à 40 ans ils font ça, mais quand tu commences ta phrase par tout le monde ou les gens en général, ça manque de preuves, quoi. Il y a un gros biais de confirmation à travers ça, tu vois. Parce que autant la crise de l'adolescence, on sait que c'est vrai, tu vois. Il n'y a pas de problème. Oui, parce que c'est... Oui, ouais. Parce qu'on l'a tous vécu d'une certaine façon. Mais la crise de la quarantaine, je suis un peu... Je me dis, est-ce qu'on prend pas 10 cas dans le monde, tu vois, est-ce que c'est un cas sur 1000 et on se dit, bon, il y a une crise de la quarantaine, ok, bon. En fait, il y a juste un connard de temps en temps qui fait un truc, quoi, qui s'en sert comme excuse, mais... Non, il y a un côté, en fait, maintenant ou jamais. Il y a une psychologue clinicienne qui dit que 40 ans, c'est un âge qui marque une diminution du champ des possibles. Il sera plus difficile d'avoir des enfants ou d'entamer une reconversion professionnelle. On aura moins de liberté pour prendre des virages. Je pense que oui, entre 40 et 50 ans, tu commences à percevoir ta vie telle qu'elle va être jusqu'à la fin, en fait. Ok, d'accord. Et que tu peux avoir un petit vertige que je n'ai pas attendu 40 ans pour avoir personnellement. Mais t'as potentiellement passé la moitié de ta vie, ouais, donc tu peux comprendre que t'entames le début de la fin, quoi. Ouais. Regardez le premier jour du reste de ta vie. Ah oui. Incroyable film. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Et donc Suzanne se sent coincée et de son côté Olive se sent humiliée et elle a raison. Le comble de la tristesse pour cette pauvre Olive, c'est qu'en plus elle aime encore son mari, c'est ce que tu disais, Zef. Ouais. Elle a aussi senti que quelque chose se tramait dans le dos du maire de la part de Rimmer et Jonas, mais elle ne sait pas quoi et Art ne voit rien, tout émoustillé qu'il est à la perspective de posséder Suzanne Delgado. C'est trop bien parce qu'on met en perspective tout de suite sa femme qui va être un atout pour la fin de l'histoire de mémoire. Et ça lui donne déjà une contenance de... c'est de la narration pure, hein, on place des billes, quoi. Mais c'est trop bien parce que King fait ça très bien, on l'a dit 1000 fois, il crée des personnages qui sont crédibles forts, quoi. Tu vois, et il n'a pas besoin de beaucoup de choses pour les rendre crédibles, en plus. Bah là, juste le fait qu'elle se rende compte qu'il y a probablement une trahison qui est en train de se tramer contre son mari, mais et que malgré le fait qu'il ait pris Suzanne comme ça, elle peut pas s'empêcher de l'aimer. Enfin, vraiment, le personnage, ça lui donne de la consistance, ça lui donne une vraie intelligence derrière, ouais. Et quelque part des défauts très humains. Ouais, complètement. Oui, clairement. Trop stylé. À 2h du matin, heure à laquelle la fête bat son plein dans les réceptions de Gilead, tout le monde est couché. Sauf au saloon, où de vieilles âmes boivent au bar, jouent aux cartes ou aux fléchettes, pendant que Sheb McCurdy tambourine sur son piano. Sacré Sheb. Est-ce qu'on... Oui. Est-ce qu'on refait un point Sheb? Tu veux faire un point Sheb? Non. Vas-y. Bah, lisez le tome 1, voilà. Et ça, là, on se dit, oh putain. De Pape et Reynolds sont là, fatigués et saoulés de leur journée à camoufler des citernes vides. On comprend que tout le monde les craint, même s'ils sont considérés comme moins pires que Jonas. Toute cette séquence-là, c'est vraiment King qui fait du western, mais de ouf. Ouais. J'ai adoré tout ce passage. Bien. Vraiment, c'est génialissime tout ce qu'il va faire. J'aime pas les westerns, mais là j'adore parce que je sais pas, les personnages sont super et tout. Ouais. Tu as les odeurs avec eux, t'as les bruits avec eux, t'es dedans, quoi. C'est trop bien. Bah en fait, c'est chaud parce que c'est du vrai western, donc tu pourrais aimer du western. C'est ça que t'es en train de dire. Ah, peut-être. Parce que t'as pas regardé les bons westerns. C'est possible. Ça, écoute, au début de ce podcast, on m'a fait regarder le Bon, la Brute et le Truand. Ouais. C'était celui-là. Ouais. Oh, c'est bien ça. C'était un peu long. Mais ouais, mais c'est dur parce que c'est le bon mauvais western dans le sens c'est dur à voir aujourd'hui, t'as pas le passif du truc, quoi, tu vois. Si tu l'as pas vu en temps enfant, machin. J'avais aimé True Grit. Oui. Par exemple. Est-ce que c'est un western True Grit? Ah oui, True Grit, c'est un western. Ouais, des frères Coen, incroyable. Oui, je l'avais adoré. Incroyable. Je peux aimer les westerns. Faut voir Impitoyable avec Clint Eastwood aussi qui est ouf en termes de fascination. Et Mon nom est personne, un des meilleurs westerns du monde. Oui. On dirait pas parce qu'il y a Terence Hill et que c'est marrant, mais vraiment, il est incroyable ce film. Oui, c'est un de mes films de quand j'étais petite que ma sœur regardait beaucoup. Ah, ouf. Une grille de lecture incroyable sur ce film qui résume à la fois tous les westerns des premiers westerns de John Wayne et du personnage blanc et tout machin, et qui résume les nouveaux westerns de type Sergio Leone qui apporte toute l'anti-héros et la saleté qu'il peut y avoir. C'est incroyable, il est vraiment incroyable ce film. La lecture, je l'ai jamais revu adulte, j'ai juste un souvenir de papa, qui c'est qui peut attraper les mouches? Personne. Et c'est tout. C'est pas qui peut attraper les mouches, c'est qui peut
peut tirer aussi vite que Jack Beauregard, mais oui. Je sais mais plus. Non, vraiment, faut le revoir maintenant. Il y a une grille de lecture à avoir qui est ouf. C'est un chef-d'œuvre ce livre, ce film pour moi. Et donc, alors que Chimie est affairé à récupérer dans une cruche tous les fonds de verre du bar, il y a un défi qui consiste à boire ce mélange de l'enfer. De Pape lui gueule de lui remplir son verre, le traitant de chien. Ce qui fait sursauter un cow-boy qui fait trébucher Chimie qui renverse sa cruche sur de Pape. Silence absolu dans le bar, tout le monde est figé en attendant de voir le sort, sans doute terrible, que de Pape réserve à Chimie. Un simplet au bon cœur, nous dit-on, par terre à genoux. Ouais, donc le chameau, c'est cette fameuse boisson, effectivement. Si j'ai pas tenu. Et on note le Texaco, Citgo, Sunoco et Exxon qui sont notés sur les citernes. Ouais, sur les citernes, les noms affublés sur les citernes, qui sont des entreprises pétrolières qui existent vraiment. Alors, j'ai pas trouvé Sonolo, je l'ai pas trouvé en regardant sur Google. Ouais. Mais les trois autres, Texalo, Citgo et Exxon, sont des vraies entreprises pétrolières. Quand j'étais faire un tour aux États-Unis pour voir mes beaux-parents, j'ai vu une station-service, je crois que c'était une Citgo. Photo. Ah, tu m'étonnes. Putain. J'étais obligé. Aux États-Unis, il y a beaucoup de camions Discordia aussi. Je l'avais pris en photo. Forcément. Ouais. Remplis-moi ça, chien, cow-boy aux fesses, machin et tout. Piste de chameau, on pouvait obtenir un double petit verre pour 3 sous. Ça, on l'a dit, j'ai noté quoi ? L'horreur de ce truc. C'est incroyable. Et... J'ai connu des fins de soirée comme ça. Tu récupères tous les verres et tu mélanges tout, puis tu dis « Allez !» Ouais, des défis débiles d'adolescents. Oui, exactement. Il y a un jeu, un jeu de bar qui existe comme ça, hein, où tu joues à 3, t'as chacun ton tour, tu lances un dé, et quand c'est le 6-12, 6-12-18, je crois qu'il s'appelle le jeu. Et quand je travaillais en bar, en caleçon café, on m'avait raconté ça. Et en fait, tu lances ton dé et tu additionnes. Et la première personne à faire l'addition de 6, genre si on est tous les trois à jouer, toi Émilie tu lances, tu fais 1, Rampoil fait 4 et moi je fais encore 1, ça fait 6. Et ben en fait moi je dois commander une boisson et je commande ce que je veux, je mets ce que je veux dedans, je mets du pastis avec du lait, avec du whisky, avec du sirop de fraise, avec de l'eau, avec de pétillant machin et tout. On reprend la partie, celui qui arrive à faire la somme de 12 doit boire le verre et on continue la partie et celui qui fait la somme de 18 doit le payer. Et du coup faut faire des taux piles. Oui, en fait, tu lances, et quand tu dépasses 12, bah, tu reprends à 0 et tu lances. Quand quelqu'un fait 12, fait la somme de 12, il boit le verre. Et on me disait, parfois, tu préfères payer. Quand bien même le verre, il fait 50 balles, tu préfères le payer. C'est trop drôle. Enfin, j'ai jamais vu ça jouer, mais je pense que l'idée, elle est trop marrante. Stanley Ruiz va intervenir avant que ça dégénère, mais il a à peine fini sa phrase que, sans le regarder et d'une rapidité à toute épreuve, des papes lui pètent 3 dents et ordonnent à Chimie de nettoyer ses bottes en les léchant. Notons la présence d'un Barky Callahan. Il y a un monsieur Callahan dans le salon. Ah, j'avais pas vu. Je m'étais noté la première loi de malignité satanique, qui était du coup la loi de Murphy. Je sais pas pour aller noter telle quelle, mais je trouve ça intéressant. Et je crois que j'avais regardé, elle n'existe pas, la loi, malheureusement, comme sur Google, donc ça aurait pu être un truc. Et de Pape, il lui pose cette question par pur vice, parce qu'il a de toute façon décidé que Chimie ne verrait pas le lever du soleil. Mais il se fait interrompre par un gamin qui vient d'entrer, tête de corneille autour du cou et fronde à la main. Et j'adore parce que sur ce passage, juste avec sa ligne de dialogue, avant même sa description, on a compris que c'était Cuthbert, parce qu'on sait que Cuthbert, il est comme Eddie, on sait que Eddie, il provoque, donc juste en une phrase de provoque, on comprend que c'est lui, et là on se dit « Ah putain, ça va mal tourner !» Ça va trop bien. Sa phrase, elle est trop bien. Elle est trop bien. Je peux simplement pas le permettre. Ah, ça non. Je laisserais faire si je pouvais, mais je peux pas. Rapport au manque d'hygiène, vous voyez, qui sait quelle maladie peut se répandre de cette façon? L'esprit défaille. Je dirais même plus déraille. Et je dis, j'y vais bien sûr, mec. J'ai tellement bon perso, quoi. Tout son passage, il est ouf. La façon dont il répond, un gosse comme toi n'a pas sa place ici, machin. Et il dit, les gosses qui fréquentent ce genre d'endroit prennent de mauvaises habitudes, petit. Et il dit, merci messire, j'apprécie la chance qu'il m'est donnée, reprit le gamin avec une sincérité engageante, mais sans bouger d'un pouce pour autant. Ouais, ta gueule. J'adore parce que c'est vraiment, moi, il me fait penser au gars un peu impertinent dans ma classe au collège, mais que t'aimes bien quand même, tu vois. Ouais, bien sûr. Il a un peu tête à claque, il est pas
tant tête à claque que ça, parce qu'il a un fond gentil qui vraiment transpire de ouf, tu vois. Mais je le vois planté là où il est avec un petit sourire, justice, genre je bougerai pas. Oui, c'est ça. Oui, parce qu'il est droit, il est juste, il est honnête, il se bat pour les bonnes choses. Bien sûr. C'est trop bien. Vraiment, je sais que je suis un brise-miche, monsieur, un vrai casse-couille, et que je vous pompe le nœud jusqu'à la dernière goutte de foutre. Mais ça ne vous fait rien, cher ami. J'aimerais moi aussi donner sa chance au petit John où il est devant vous. Laissez-le s'excuser, vous astiquer les bottes avec Saint-Chiffon et ainsi de suite. Putain, la réplique, elle est trop bien. Ouais. Et il a beaucoup de bagou. Ouais. Vraiment, il se débine pas devant lui, parce que on sait qu'ils sont impressionnants quand même les trois, et que même si lui il est moins impressionnant que Eldred Jonas, je pense que pour un gamin de 14 ans, c'est quand même impressionnant. Ouais. Parce qu'ils ont pas passé, il a pas encore passé son épreuve de pistolero, lui. Non, mais c'en est déjà un quasi. En fait, et c'est là où tu vois que Jonas, c'est un raté, en fait. Il est rapide de ouf, mais en fait, t'as un gamin de 14 ans qui est déjà plus fort que lui, en fait. Et c'est trop bien. Et donc, ce gamin, il veut sauver Chimie. Ouais. Des gens dans le bar approuvent, et pour cet affront, De Pape décide qu'il mourra. Alors, tandis que Reynolds va le prendre à revers, il lui saute dessus. Ce qu'il se passe ensuite devint légende, comprend-on. L'habit lancé par la fente de Cuthbert arrache un bout de doigt de Pape qui se retrouve désarmé. Rapidement, Cuthbert pointe sa fronde à nouveau, chargée sur la tête de Pape, alors que Reynolds pointe son arme sur sa nuque. Pour la première fois, Pape a peur et les deux chasseurs sentent la situation leur échapper. Surtout que Reynolds n'a pas senti Alain arriver dans son dos, qui lui met une lame de couteau contre la gorge. J'adore. L'escalade. Non mais j'adore cette escalade. Déjà, le truc de la légende, c'est vraiment le truc de western, quoi, tu vois. Il se passe un truc dans une ville et c'est colporté à foison avec toujours cette petite exagération à attraper, tu sais, qui dit non, mais en fait, ils étaient 12, tu vois, c'est trop bien. Et vraiment, le Cuthbert qui se débine pas quand il a quelqu'un qui lui pointe dans le dos en mode, bah, mec, en fait, tu vas lâcher ton truc. Il dit, ah, bah, en fait, non, désolé, parce qu'en fait, tu vois, toi aussi, t'es très con, parce que si tu me tues, bah, l'autre, il meurt aussi. En fait, on est vraiment au point zéro. Donc, en fait, c'est vraiment débile. Trop bien. Et c'est là où on a un point VO, parce que on nous parle d'une pièce de Guignon et Niafrol. Oui. Ah, tout au début du point 4. Ouais. Parce que normalement, c'est Guignol et Niafrol. Elle avait posté là-dessus. C'est juste des spectacles de marionnettes, et je crois que c'est lyonnais, si je dis pas de conneries. De Guignol et Niafron. Guignol et Niafron, ouais, c'est lyonnais. Ouais, Guignol, tout à fait. bien sûr. C'est des marionnettes, ouais. Début du point 4. One eternity later. Pinch and Gilly Show. Pinch comme pincé. Et Gilly, c'est J-I-2-L-Y. Ouais, je sais pas à quoi ça pourrait faire référence. Ça doit être un truc purement américain. Mais du coup, en fait, c'est marrant de se dire... Nous, en fait, on se rend compte qu'ils ont des références de notre monde qui sont des références un peu différentes. Que c'est la même chose, mais pas la même chose. Ouais. Et du coup, ce qui est intéressant, c'était de voir en VO si c'est pareil, mais si on n'a pas la ref de départ, c'est un peu compliqué. Non. Ouais. Jonas assiste à la scène, caché derrière les portes battantes, et n'en revient pas de ces deux gamins sans armes. Il décide qu'ils ne repartiront pas vivants de Méris, ni eux, ni le troisième qui n'est pas là. Et quand il scrute la rue, on apprend au passage qu'il y a dans la véranda du magasin général des totems qui représentent 7 des 12 gardiens des rayons. Bien sûr. C'est une petite préparation paiement. Jonas décide d'intervenir et pose son arme contre la nuque d'Alain, qu'il l'a senti arriver mais n'a pas été assez rapide. Il l'a senti arriver alors que les autres, Reynolds n'a pas senti Alain arriver, mais Alain a senti Jonas arriver. The touch. Mais à sa grande surprise, Alain refuse de baisser son couteau et de lui obéir. Et tu te dis, putain, on leur a jamais dit non, on leur a jamais rien refusé. C'est trop bien parce que plus t'as vraiment T'as comment ça, Cuthbert qui dit bah non monsieur je peux pas, tu vois, parce qu'il est vraiment en mode et Alain il dit non. Le flegme, c'est vraiment Alain, c'est le flegme. C'est ça quoi. Et il dit quoi? T'as entendu? J'ai dit non. Pose les bases. Voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise d'autre? C'est juste non. C'est ce qu'on disait la dernière fois, non est une phrase complète, il n'a pas besoin de De son côté, Roland flâne dans une autre partie de la ville, persuadé que ses amis ne s'attireront pas d'ennui au repos des voyageurs. Lol. Il n'arrive pas à se concentrer sur ses mauvais pressentiments. Obsédé qu'il est par le souvenir de Suzanne, se rendant rapidement à l'évidence, il est tombé amoureux, mais il la déteste aussi parce qu'il a vu sa mère en Olive Thorin. Alors qu'il marche pour s'éclaircir les idées et retrouver le visage de son père, il aperçoit Jonas posté devant le saloon. Roland, parce qu'en fait, du coup, il a tellement marché qu'il s'est retrouvé vers le saloon, et vu qu'il voit Jonas, il se cache derrière la statue de l'ours dans la véranda, juste avant que l'homme ne jette un œil dans cette direction. Oh, l'ours. Désolé, juste... Tiens, il a été protégé par des gardiens. Oui, par l'ours, par Shardik.
Oui, c'est le cas. J'aime bien parce que je m'étais noté Roland pouvait pardonner à Suzanne son statut de gueuse, supposa-t-il. Et moi, je me suis noté, je peux pas pardonner à Roland d'être un gros connard. Je suis désolé, ça ne marche pas. Ouais, je pense qu'on a tous été un peu des connards ou des connasses oui, bien sûr, à 14 ans. Ouais. Même après, hein, je pense. Ouais. Jonas pénètre dans le repos des voyageurs. Roland sort de sa cachette. Point de vue de l'intérieur du bar, où 2 gamins et 3 hommes se tiennent en respect. À l'intérieur, personne ne veut céder et l'air se tend alors que Jonas sent finalement dans son dos la pointe de la lame de Roland / Wilderborn qui fait rengainer les 3 hommes un par un. À ce moment-là seulement, Cuthbert baisse sa fronde. Oh et il n'a pas senti Roland arriver. Jonas n'a pas senti Roland arriver. Est-ce que Alain et Cuthbert ont senti les autres arriver ? C'est-à-dire, est-ce que Cuthbert, quand il s'est fait avoir, il l'a senti arriver ? Est-ce qu'il a senti que Alain était derrière en disant ça gère, il y a quelqu'un qui me couvre ? Ouais, c'est déjà un cathète, même si on nous donne pas vraiment de traces là-dessus, ça paraît un peu logique, ouais. Oui, clairement. Je suis en train de chercher la trad de le don. Ouais, c'est toujours The Touch. Ouais, okay, je sais pas pourquoi je cherche. Chimie se lève, embrasse les mains de Cuthbert pour le remercier, et alors qu'il sort, il tombe sur le shérif, ivre et ensommeillé, tiré de son cuvage par Sheb. Avery, vas-y. Pour revenir sur la notion de touch et de sentir les autres, je me disais, est-ce que Roland, tu sais, il sent qu'il y a un truc qui va pas, qui du coup, en fait, il va naturellement vers la ville, il sait pas trop pourquoi, et je me dis, est-ce que c'est pas le kef de Alain et de Cuthbert qui lui envoie en fait en disant il y a un truc qui se passe mal, faut que tu viennes, quoi, tu vois, et naturellement il le fait, tu vois, c'est un truc d'image, tu vois, voilà. Ouais. Avery, qui boit une mixture maison conseillée par la sorcière qui vit sur le Causse pour combattre sa gueule de bois, a rassemblé tout ce beau monde dans la salle municipale. Tentant de s'auto-persuader de son autorité, le shérif fait la morale aux 6 réunis et leur demande de faire la paix. Alors tous se serrent la main et jurent faussement de repartir de 0. Même Cuthbert ne fait pas de blague. Pardon, je reviens encore un peu sur la scène d'avant. Je vais toutes mes notes, je suis allé trop vite. C'est marrant parce que quand Roland arrive, il dit « Rengainez votre arme, point ». Tu vois, ce truc. Et en fait, elle était calme, sans timbre, comme vidée de toute émotion. Et en fait, on est à l'opposé de Cuthbert, tu vois. Du début de Cuthbert, t'as un mec qui fait des blagues, t'as Oga au milieu qui parle un peu, qui est encore assez paisible, t'as Alain, et de l'autre côté, t'as encore Roland qui est à l'extrême opposé de Cuthbert, en mode « je vais te tuer si tu fais pas ce que tu dis ». C'est ce que je dis. Ouais. Et en fait, j'aime à croire, encore une fois, je reviens sur ma théorie hypothétique de Roland et de sa voix qu'il a comme pouvoir de faire obéir aux autres. C'est ça, en fait, qu'il est en train de faire. Il commence à maîtriser un peu... ce genre de truc, quoi, tu vois, le fait qu'il impose sa volonté et le fait que quand lui il parle, il faut l'écouter, quoi. Voilà. Sur le retour, Jonas inflige une correction à 2 papes, mais réalise il n'aurait pas pu deviner ce qui allait se passer, et en déclenchant cette bagarre, il a permis de révéler ce que sont réellement les jeunes garçons, des apprentis pistoleros. Les hommes doivent se tenir à carreau, pas de vague avant que le bateau qu'ils attendent n'arrive. Il va falloir surveiller les jeunes de près, et Jonas a un plan pour qu'il explique aux 2 autres. Tout ce qu'on sait, c'est que 2 papes va devoir changer d'air. De leur côté, les garçons non plus ne sont pas dupes. Roland sait qu'ils en ont trop dévoilé et que Jonas veut les tuer tous les 3. De sérieux ennuis se mettent en travers de leur chemin. Enfin, j'ai noté un petit truc, c'est que quand il implore le pardon de Jonas, Roland se tapote la gorge de la main gauche. Oui, il se plante. En fait, je me demande si c'est pas King qui se plante, en fait. Pour moi, il se plante parce qu'il y avait ça c'est le salut pour les femmes et le salut pour les hommes. Normalement, c'est, je crois que c'est au niveau du ventre. Oui, c'est sur le torse, je me demande si c'est... Ou sur le torse, mais c'est pas la gorge. Ouais, je regarde non, c'est pas la gorge. Mais je pense que c'est King qui se plante et que ça a jamais été corrigé. I cry your own, Jonas, Roland tapped left-handed at his throat. Ouais. Ouais, parce que les Kingslingers, ils en ont parlé aussi dans leur... et ils disaient, c'est sans doute une erreur qui n'a pas été relevée, parce que c'est tellement plein de détails, plein d'autorefs, de trucs de machin que... À force de complexifier un peu les codes de la société, tu t'emmêles les pinceaux aussi, quoi. Ouais, c'est ça. Est-ce que vous avez des choses à ajouter ? Il aurait pu mal le prendre, l'autre, en disant une traite de neuf en plus. Ça aurait été drôle. Ça aurait été drôle. Vraiment, il se mélange les pinceaux, il tapote pas là où il faut, et en fait, il déclenche un incident diplomatique. Il en faut peu, hein. Rien à rajouter. C'est kiffé ce passage de ouf. Vraiment, le passage dans le saloon, ça peut être tellement vite fait comme un truc de cirque, quoi, tu vois, le gars qui menace le gars derrière l'autre, qui menace le gars derrière l'autre, qui menace le gars derrière... Et en vrai, c'est tellement tendu
que c'est jouissif quand tu le lis pour la première fois. Moi, j'étais oh là là, il est derrière, il l'a chopé. Ouais. Oh non, il se fait choper. Ah, il l'a chopé. C'est trop bien. Ça marche trop bien. Ouais, c'est trop chouette. C'est vraiment, en vrai, c'est trop bien de relire ça, du coup. Ouais. Et j'ai envie de relire Roméo et Juliette. Donc, dans le prochain épisode, qui sortira le 19 janvier, on fera les chapitres 7 et 8 de la partie 2. Donc, on est à peu près sur la même longueur qu'aujourd'hui. Ce qui est OK, je trouve. Voilà. C'est bien. Ça fait quoi, on a fait 1h30 à 2h? On a fait 1h30. Ouais, ça marche. C'est bien. Je pense qu'on a une bonne demi-heure pour les commentaires, ce qui est super agréable, parce que du coup, ça nous donne vraiment... Enfin, il y a un truc de partage que je trouve trop cool avec les auditeurs. Oui, du coup, on est plus court sur le résumé, et parce que je vous cache pas que entre 2 heures de montage, enfin, un épisode à monter de 2 heures, un épisode à monter d'1h30, ça fait une grosse différence. Ouais, et c'est mieux 1h30. Comme ça, nous, on est moins fatigués aussi parce qu'on a des vies chargées. Donc c'est bien, on aime bien ce rythme-là. Non, mais j'aime bien parce que ça permet aussi de prendre son temps dans la narration, en fait. On va naturellement un peu plus explorer la narration, et je trouve ça trop bien parce qu'il y a plein de choses. Même si on n'a pas trop de théorie ou tout comme ça, il y a vraiment apprécier des passages, c'est tellement cool, quoi. Oui, mais il y a un truc que je veux pas, c'est qu'on se retienne parce qu'on est fatigué, qu'on veut rusher la fin de l'épisode. Ouais, j'aime pas ça. Donc du coup, c'est mieux des formats comme ça où on va passer un quart d'heure à dire mais oui, mais la couleur de sa veste elle est trop belle. Alors qu'on s'en fout en fait, mais on est là pour dire ce qu'on a envie de dire, donc autant laisser la place à ce qu'on a envie de dire. Très bien. Donc, fidèles auditeurs et auditrices, retrouvez-nous sur les réseaux et venez en parler avec nous sur le serveur Discord. Vous pouvez laisser des commentaires. On verra s'il y aura un petit sondage sur Spotify. N'hésitez pas, je parlais du Spotify Wrapped en début d'épisode, n'hésitez pas à mettre des étoiles, à commenter, parce que les algorithmes de podcast, ils sont un peu bâtards. Donc, si vous aimez bien ce qu'on fait, que vous voulez faire connaître, partager, commenter, étoiler, tout ça. Merci messieurs pour ce voyage, une fois de plus, avec vous. Merci à toi. Merci pour ce résumé. Et je vous souhaite que vos journées soient longues et vos nuits plaisantes. Et le double du compte pour vous. Est-ce que je vais faire pipi ou pas? Non, ça ira. C'est sûr. Sûr, hein. Bon, je reviens. C'est quoi la question? Elle se demandait si elle allait faire pipi avant de l'enregistrer. Ah, ok. Et du coup, elle est partie. Elle a gardé son casque ou pas? J'ai pas vu. Il y a des chances. Elle a coupé le son. J'espère qu'elle a coupé le son aussi, oui. Bon. Plic, ploc, plic, ploc, plic. J'ai déjà eu en réunion une manageuse qui avait oublié de couper son casque. Elle avait fait caca ou pipi? Non, à un moment, t'entends plouf. Vraiment le... Ah, l'horreur. Ah putain, cette horreur que ça doit être. Oh mon Dieu. Bizarrement, tout le monde passe à autre chose très vite. Là là. Oh là 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 là. Gênant. Oh putain. Je crois que je démissionne. Je pose la main. J'envoie un mail dans les tuyaux en démission. Je sors plus. On notera quand même pour la postérité de ce 24e épisode qui signe les 2 ans. J'ai fait pipi avec le son de la voix de Zéphiriel qui fait plic ploc plic ploc. Et c'est une sacrée expérience. Oh mon Dieu. J'avais mon casque. Ah purée. Je suis désolé, je vais en remettre. C'est juste, j'imagine trop là. Quand t'es en réunion, tu parles et t'entends plouf. Quand il est tombé à l'eau. Si vous êtes prêts à clapper, pour une fois que j'y pense. J'arrive. Je cherche un marque-page. 2 secondes, je vérifie, j'ai pas. Ah mais oui, putain, attends, j'ai pas lancé ma piste. Je vais clapper dans le vide.
Après 3. 1, 2, 3.